Édition du dimanche 9 octobre 2000. Cette hebdo édition du dimanche 9 octobre 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Il y a 3 ans, le Palais des Congrès de Yaoundé accueillait le grand dialogue national convoqué par le chef de l'État Paul Biya en vue d'examiner les voies et moyens permettant de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de toutes les composantes de notre nation. Environ 50 recommandations avaient émané des assises des 8 commissions. 3 ans plus tard, quel bilan peut-on faire de ces travaux et des recommandations qui en sont sorties? Ceci alors que le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest entre dans sa 7e année. Et puis, lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le MSC lance des manifestations pacifiques pour dénoncer un hold-up électoral. 4 ans plus tard, que deviennent les marches blanches du MRC? Encore plus en ce moment où le parti de Maurice Kamto annonce qu'il faudra compter avec lui lors des échéances de 2025. L'annonce a été faite ce week-end à Samba, alors que le président national du MRC procédait à l'installation de nouveaux responsables de son parti dans la région littorale, le 2. On parle de tous ces sujets avec vous, Maître Désiré Sikati, vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mais avant, vous êtes avocat. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour madame, mes hommages à tous ceux qui nous regardent, mes hommages également à tous mes camarades du parti, c'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver sur votre plateau. Bonjour également à tous ceux qui vont débattre avec nous. À côté de vous, un autre avocat, Maître Achille Ledio, militant du Social Democratic Front, le SDF. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour ma chère, bonjour au panel, bonjour également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, notamment ceux de l'arrondissement de la 12e et de Bazou, Monata. Merci d'avoir une fois de plus associé le SDF à ce débat. Face à vous, un juriste président de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, le mouvement à part, Célestin Djamène. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leila, bonjour à tous les téléspectateurs de STV2, bonjour à Achille, bonjour à Désiré, bonjour à Medbiga, qui vont nous être aujourd'hui sur ce plateau pour apporter quelques éclairages, j'espère, conséquences sur les thématiques que vous avez inscrites à l'ordre du jour aujourd'hui. Je suis très ravi parce qu'en fait, il s'agit de 2 bilans. Le bilan, d'une part, pour les marches de 2019 et d'autre part, pour le bilan des 3 ans du Grand Dialogue National. Donc, merci pour l'invitation. Merci infiniment. À côté de vous, Maître Joseph-Claude Biliga, avocat, militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, également écrivain. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je voudrais vous dire merci à mes co-panélistes. Merci pour le recueil de poésie. Ok, pas de problème. Je suis ici parce que j'ai été désigné par le parti RDPC pour le représenter. C'est à ce titre que je suis là. D'accord. Dans les autres titres, avocat et écrivain, je viendrai plus d'autres fois. Mais là, je viens en tant que militant du RDPC et je suis content que nos responsables, la hiérarchie, m'aient choisi pour débattre des sujets inscrits à l'ordre du jour. Alors, avant de parler du meeting du MRC et notamment des marches blanches organisées depuis 2018 par ce parti politique de l'opposition, j'aimerais qu'on prenne ce reportage à Yaoundé tout d'abord qui reparle du monument J'aime le Cameroun. Vous le savez, cette semaine, la polémique est allée, les commentaires sont allés dans tous les sens, laissant penser que le monument serait détruit. Mais la communauté urbaine, ou plutôt la mairie de la ville de Yaoundé, a organisé une conférence de presse où elle a tenu à repréciser les choses. Je propose qu'on prenne ce reportage et on se retrouve ici pour parler des marches blanches du MRC. Inauguré le 18 mai dernier, le monument patriote serait bientôt détruit selon des informations abondamment partagées depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Pour la mairie de la ville, il n'en est rien. Il y a juste eu une tentative d'instrumentalisation. Il y a eu tentative de faire prospérer la désinformation. Donc, le sens de ce point de presse visait justement à rétablir la vérité. Dit aux gens, en un mot comme en mille, le monument patriote n'est nullement menacé. L'alerte est partie d'une correspondance du ministère de l'Habitat dans laquelle Célestine Kétia-Cortès invitait Luc Messia Tangana à une séance de travail dans le cadre du projet de construction d'un échangeur qui, selon le plan, devrait traverser le centre-ville de Yaoundé, passant par le carrefour des services du Premier ministre.
L'objet de la réunion aurait été déformé selon la communauté urbaine. La réunion en question avait été convoquée et initiée par effectivement le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, mais c'était une constatation technique. Vous allez voir que l'objet du projet porte une réflexion sur la reconstruction, donc reconfiguration du projet. Donc il ne s'agit pas d'un problème conflictuel, c'est un problème entre techniciens. Aucune route traversant le centre urbain ne s'appelle autoroute. Le plan d'aménagement d'une ville comme Yaoundé, la capitale politique, administrative du Cameroun, ne se décide pas sur la base d'images factices de surcroît diffusées sous la forme d'un tract. Il faut noter que la réalisation des deux projets vise à embellir la ville et fluidifier le trafic routier dans la capitale politique. Inauguré le 18 mai dernier, le monument Merci Olivier Bouzik depuis Yaoundé. C'est assez difficile ce matin quand même. Alors, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, vous le savez, a organisé un meeting ce week-end à Konsamba, c'est dans le Mungo. L'idée à l'effet d'installer les nouveaux responsables élus. Et au cours de ce meeting, le président national du MRC, Maurice Kamto, a fait une annonce. Il se présente à l'élection présidentielle de 2025. Maître Achille Ledjo, comment est-ce que vous accueillez cette annonce? Ben voilà, en ce qui me concerne personnellement, en tant qu'homme politique, je prends cette annonce avec beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes? Oui, avec beaucoup de pincettes, parce que, voyez-vous, si aujourd'hui le président national du MRC s'est rendu compte de ce qu'il faut revenir. Pour moi, j'appelle ça les fondamentaux, c'est-à-dire lui-même, il a reconnu que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Donc, le vrai combat, c'est en étant dans les institutions, c'est pas en dehors. Si aujourd'hui, il reconnaît que, ben voilà, il faut revenir, n'est-ce pas, participer aux élections, c'est une bonne chose. Je parlais de pincettes parce que je ne voudrais pas qu'on arrive peut-être demain à un retournement de situation où on va dire, ben voilà, nous n'irons pas aux élections. Donc, je profite également pour saluer les responsables du MRC installés, je crois, c'est Littoral 2, oui. Comme ça ils appellent. Je les félicite et je leur souhaite bon vent pour ce challenge qui est très grand, car, voyez-vous, combattre le régime de 82, il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience. Donc, pour cela, je pense également que très humblement, le MRC devrait revoir sa stratégie de contestation. Je ne voudrais pas passer pour un donneur de leçons, sauf que quand on regarde depuis, je veux dire, les marches blanches, qui était un droit pour eux de les organiser, et à l'époque, je pense, je suis monté également au créneau pour encourager ces marches, sauf qu'en face de nous, nous avons un régime qui est autiste, qui n'agit que par la violence. Et ben voilà, tout le monde connaît que les dernières marches du MRC, je crois que c'était en septembre 2020, oui. Et ça a créé beaucoup de tort pour certains des leurs. Beaucoup aussi ont quitté la banque, hein. Après, j'en veux pour preuve le grand frère, le président Célestin Djamène qui quittera la banque. Je ne veux pas rentrer dans les raisons, les motivations de son départ, sauf que le constat, c'est que depuis le 22 septembre, oui, la date revient, le 22 septembre 2020, il n'y a plus de marches organisées par le MRC, puisque c'était des marches pour contester la victoire annoncée du RDPC lors des élections de 2018. Et ces marches organisées ont connu beaucoup de fortune, 7 ans de prison pour d'autres, 3 ans de prison pour certains, et même les leaders qui sont restés en liberté n'ont plus cru organiser ces marches pour contester. Donc vous comprenez que peut-être, je dis peut-être, je suis conditionnel, peut-être ils ont compris qu'il fallait
recadrer la contestation. Maître Désiré Sikati, avant de reparler des marches blanches, j'aimerais qu'on s'arrête tout d'abord sur ce meeting et l'annonce faite par Maurice Kamto en Konsamba. Selon Maître Achille Ledjo, il faut prendre ça comme un échec de la politique de la chaise vide. Comment est-ce qu'il faut analyser, interpréter cet énième retournement de situation, retournement de veste du MRC? Je dis énième parce qu'on se souvient qu'à sa sortie de prison, le président Maurice Kamto avait tout d'abord annoncé que le MRC irait aux élections de 2020, les élections législatives et municipales. Ensuite, on a eu le rétro-pédalage. Le MRC n'y est finalement pas allé. Aujourd'hui, Maurice Kamto annonce que finalement, ce sera en 2025. Le MRC va se présenter à l'élection présidentielle ou alors aux élections qui seront organisées. Comment est-ce qu'il faut analyser cet autre retournement de veste? Bon, déjà, plus qu'en prélude, du moins dans le premier propos qui a précédé votre question, vous avez parlé du meeting de Konsamba. Oui. Je voudrais quand même expliquer qu'il s'agit pratiquement d'un rituel solennel que le MRC a décidé d'adopter pour l'installation et la présentation au public des nouveaux dirigeants élus au niveau de la base. C'est la confirmation d'un processus démocratique que nous avons mis sur pied à travers des élections pratiquement électroniques à l'issue, je dirais, incontestée. Et je pense que c'est une innovation qu'on ne présente plus parce que c'est la même chose qui s'est passée à Bafoussam avant Konsamba. Le même processus a déjà été enclenché à Douala. D'ici la fin du mois d'octobre, on aurait également au niveau de la base à Douala, des dirigeants qui seront élus de façon transparente et démocratique, à telle enseigne qu'à la fin du processus, il n'y ait pas de contestation. Donc ça, c'est en fait le cadre dans lequel, c'est l'une des raisons qui a amené le professeur Maurice Kamto à Konsamba. Maintenant, s'agissant de la question du boycott, parce que vous parlez de volte-face du président Kamto, qu'est-ce qui peut justifier le rétro-pédalage? Oui. Moi, Partant de la première annonce 2020, le MRC participera aux élections législatives et ça, j'ai compris, madame, j'ai parfaitement compris. Non, le MRC n'ira plus aujourd'hui. Non, je suis en train de dire ça, j'ai parfaitement compris. Maintenant, je pense que beaucoup de compatriotes, d'ailleurs des hommes politiques, et ça c'est surprenant, se comportent comme si le boycott en politique était une exclusivité du MRC. Le boycott est une forme d'expression politique. À plus forte raison, dans des systèmes démocratiques verrouillés et confisqués par le parti au pouvoir, comme c'est le cas au Cameroun. Je dis et je répète, le boycott est une forme d'expression politique. Exactement comme les meetings sont des formes d'expression politique. Comme l'expression du suffrage auquel le parti participe est une forme d'expression politique. Avec un objectif précis. Avec un objectif précis. Je dis et je répète, lorsque vous êtes un parti politique dans un système dictatorial, verrouillé, un système électoral défini de façon unilatérale par le parti au pouvoir, je pense que vous devez vous donner tous les moyens d'amener un système consensuel à être mis sur pied. Donc je disais, le boycott n'est donc pas une exclusivité du MRC. Je peux citer une légion, plusieurs partis politiques dans le monde. Il n'y a pas longtemps, en Tunisie encore, voilà, des partis d'opposition décidaient de boycotter les élections législatives. Parce que ces partis estimaient que le cadre légal dans lequel l'élection se déroulait était un cadre qui faisait la part belle au parti au pouvoir. Vous vous souvenez, Laurent Gbagbo, le grand politicien ivoirien. Est-ce qu'on doit faire confiance à cette annonce de Maurice Kamto? Non, comprenez que j'en arrive, madame. J'en viens. J'étais en train d'expliquer, parce que beaucoup de Camerounais font souvent semblant d'être amnésiques lorsqu'il s'agit de parler des notions élémentaires de politique. Je dis et je répète, je peux citer moult cas de pays où les partis politiques ont boycotté les élections. Allez voir le Congo-Brazza. Vous verrez que c'est la même chose. Allez voir, je parlais de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous verrez que c'est pareil. Je parlais de la Tunisie. Mais quel a été le bilan de ce boycott pour le MRC? Qu'est-ce que le MRC a gagné à travers ce boycott? Non, quand je dis le boycott, c'est une forme d'expression politique. Ça veut dire, vous décidez de ne pas participer à une élection parce que vous dénoncez un système qui est antidémocratique. Maintenant, la solution, le résultat... L'objectif du bilan à la fin. Oui, je suis en train de dire, comprenez très bien, nous sommes dans un jeu politique. Parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que on a un parti politique qui décide de boycotter une élection et qui a encore la solution au problème qui est posé pour le boycott. Ça veut dire vous vous comportez comme si il appartenait au MRC
de remettre les cartes sur table, de convenir d'un système électoral consensuel. Nous avons en face de nous un autre parti politique qui est le parti au pouvoir. C'est ce parti qui, pour le moment, tient quand même les manettes. Il faut le reconnaître. Donc maintenant, si ce parti a décidé de ne pas s'ouvrir à la discussion politique, comme ça devrait être le cas dans des sociétés démocratiques qui se respectent, parce que je le dis, si vous allez dans des pays comme le Sénégal, comme, je ne vais pas parler des pays occidentaux, mais vous allez voir que les normes politiques sont convenues par les acteurs. Donc, c'est des choses élémentaires et c'est quand même assez surprenant que dans un pays comme le Cameroun... Pour sortir avec cette première prise de parole, je veux dire, au moment où Maurice Kamto annonce que 2025, il faudra compter avec le MRC, est-ce qu'on doit faire confiance à cette annonce-là? Pourquoi est-ce que vous ne devez pas faire confiance à cette annonce? Peut-être parce que par le passé, il a fait une annonce et puis après, il a fait... Comprenez, moi je pense qu'en politique, il faut écouter le discours politique au moment où il est tenu devant vous. Vous comprenez? Pour le moment, le professeur Kamto a dit que le MRC participera à toutes les élections en 2025. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit bon, vous comprenez, de rentrer dans ce genre de débat de conscience pour s'interroger sur la question de savoir si demain il ne changera pas. Je dis et je répète, nous sommes en politique. Il a dit. D'accord. Je ne vois pas la raison pour laquelle vous allez douter de sa parole. Alors, vous étiez prêt justement à vous porter candidat à la mairie de Douala 5e, si j'ai bonne mémoire, en 2020, sous la bannière du MRC. À cette époque, justement, vous étiez militant de ce parti politique. Malheureusement, malheureusement pour vous, le parti a opté pour le boycott. Quel a été votre sentiment à l'annonce de Maurice Kamto, 2025, il faudra compter avec le MRC? D'abord, ma chère Léla, tout à l'heure, vous avez parlé de énième retournement de veste. C'est pire que ça. Nous constatons depuis le discours d'hier à Konsanda le triomphe de l'incohérence. Le triomphe de l'incohérence. Voilà un monsieur, le président du MRC, le 24 novembre 2019 à Oja, au siège du parti que je connais parfaitement bien, annonce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part au monde, il précise. 24 novembre 2019. Au siège du MRC à Oja. C'est vérifiable. Le 25 novembre 2019, donc pas si tard que ça, il nous fait comprendre que le MRC, il faut réfléchir sur la participation du MRC aux élections prochaines. Le 19 février, le 25 janvier 2020, donc quelques semaines avant les élections municipales, il dit le MRC ne participera pas aux élections municipales législatives. Vous n'avez rien oublié des dates, hein? Non, je ne peux pas oublier. Et voilà donc, hier, il nous annonce que le MRC ira aux élections de 2025. Est-ce qu'un Camerounais conscient, doté de toutes ses capacités mentales, peut suivre un tel homme? Quelles sont les raisons de croire à un homme qui se livre à de telles déclarations contradictoires, tous les 6 mois pratiquement? Quelles sont les raisons rationnelles, je veux dire, qui peuvent permettre à un Camerounais de suivre un tel homme? J'ai souvent dit que certains militants étaient des purs fanatiques. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Aucune. Et votre question est tout à fait légitime. Qu'est-ce qui nous permet de croire aujourd'hui que cet homme n'est pas en train de nous rouler de nouveau, en tout cas je parle des militants du MRC, dans la farine? Aucune raison. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un simple retournement de veste. Il faut s'interroger sur 2 questions. La première, c'est que pourquoi boycotte-t-il le dernier jour, le jour de la clôture des listes en 2020? Pourquoi le fait-il? Il y a 2 raisonnements là-dessus. Soit il a été approché par le gouvernement, par le système, donc il aurait pris des compensations financières, soit il a eu un problème... Au détriment des militants du MRC, vous savez... Écoutez, je suis en train de poser des hypothèses. Maurice Kamto a toujours affirmé à ses militants, je ne vous trahirai pas. Il est toujours... Il a toujours affirmé à ses militants qu'il ne trahirait pas. Oui, c'est ce qu'il a déclaré. Mais par la force et les épreuves des choses, on se rend bien compte qu'il a trahi. Il n'a pas trahi des individus seulement. Vous évoquez mon cas personnel, ce n'est pas mon cas personnel. Il s'agit d'un collectif qu'il a trahi. Il a trahi le MRC. Et il vous dit d'abord que jamais je ne pratiquerai la politique de la chaise vide. Ce même homme, 3 semaines plus tard, on n'ira pas aux élections. Alors vous évoquiez 2 Hier, il nous dit qu'on ira aux élections.
Et après-demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Vous évoquiez justement 2 hypothèses pour le cas de 2020. La première hypothèse, soit il a eu des promesses de compensation financière, ou alors il a reçu certaines contreparties financières pour poser l'acte qu'il a posé, soit alors il a une mauvaise appréciation de la situation politique du Cameroun. On nous parle du cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis. Non, le Cameroun a un système qui lui est propre. Le SDF, justement, parce que comparaison n'est pas raison, qui a boycotté en 1992, a regretté, en 1997 d'ailleurs, je reprécise, la présidentielle, a regretté par écrit, je dis bien par écrit, que plus jamais, dans une résolution, j'étais encore honnête, j'étais encore membre du NEC, par une résolution, le SDF a regretté que c'était une erreur. Est-ce que le MRC aujourd'hui est prêt à regretter par écrit que nous nous sommes trompés? Est-ce qu'en particulier le professeur Kanto est prêt à dire aux Camerounais qu'il s'est trompé en 2020? Parce que j'ai été lâché. Ça vous J'ai été lâché quand je disais exactement la même chose que le professeur hier. Non, je veux dire, ça vous soulagerait que le MRC reconnaisse qu'il s'est trompé en 2020? Non, il n'y a pas une question de soulagement personnel. Pour la clarification des actes politiques dans notre pays, nous souhaitons tous, j'espère, il faudrait qu'il pose un acte de transparence, justement. Parce que quand j'entends transparence dans le cas de Consamba, il ne s'agit pas de transparence de processus démocratique, non. Il s'agit de 2 villes, Bafoussam et Consamba, où la survie du MRC était menacée par des révoltes dues à des fraudes massives électorales. J'ai ici des vidéos et des documents qu'on m'a envoyés venant de Melon, les évoqués hier d'ailleurs, et de Bafoussam, où les gens vous démontrent qu'il y a une équipe qui est descendue de Yaoundé pour imposer leur candidat. Le soi-disant vote électronique, c'est de l'enfumage pur et simple. Je veux dire, pourquoi on vous envoie ces vidéos si vous n'êtes plus militant du MRC? Parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC, et oui, c'est pour ça qu'on me les envoie. Il faut les dévaler. Non, mais je réponds à la question. C'est une bonne question. C'est parce que j'ai beaucoup d'amis au MRC qui me les envoient. Et qui ne sont plus en phase, précisément, avec les méthodes du président du MRC. Ils sont toujours dans le MRC. Ils ne démissionnent pas, oui. Ils ne sont plus en phase avec les méthodes. Et ils vont sûrement démissionner. Parce que quand je vois les vidéos et les lamentations qui sont faites, d'ailleurs c'est pour ça que M. Kanto est parti à Bafoussam. Vous savez qu'il y a eu des exclusions à Bafoussam, l'article 32 maintenant qui a été injecté dans le statut du parti, qui prévoit désormais les exclusions du parti. Le même cas s'est répété en Consamba partout où il y a eu contestation, parce qu'il y a des fraudes massives. J'ai des preuves, il n'y a pas de souci. Et là, à la fin de l'émission, je vous les envoie. Il n'y a aucun problème. Je vous envoie les voices, les vidéos des militants MRC de Littoral 1, Littoral 2, sur les méthodes utilisées par le MRC, dirigées par M. Justin Noir, secrétaire général adjoint, dans le Mungo. Littoral 1 et 2. Donc c'est pour vous dire qu'il y a 0 processus démocratique dans le MRC, dans le cas d'espèce en tout cas. Parce qu'on nous fait croire que, oui, il faut boycotter, c'est une stratégie. Non, ce n'est pas une stratégie. Soit il s'est trompé, soit il a pris ce qu'il faut prendre pour boycotter. Parce qu'il n'a pas de sens aujourd'hui que le même monsieur qui a dit par 2 fois, que la chaise vide, ça ne paye pas, ça ne payera jamais, nulle part au monde, et après avoir dit, on n'ira pas, dit hier qu'on ira. Et demain, il dira quoi? Qu'on n'ira pas. Certainement. Alors, Maître Biliga, votre analyse également. Maurice Kamto qui annonce qu'il faudra compter avec le MRC en 2025. Ben, ce sont des idiots qui ont cru à sa parole lorsqu'il a dit qu'ils n'iront plus jamais aux élections. Nous tous, on a dit qu'ils vont le faire, sans que le code électoral ne soit modifié. Exactement. Sans que la guerre ne finisse au nord-ouest. On souhaite qu'elle finisse, mais aujourd'hui qu'il le dit, ça veut dire que même si la guerre ne finit pas, il ira aux élections. C'est ça de l'incohérence totale. On l'a toujours dit ici, on insulte les gens lorsqu'on le dit, mais ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de dictatures reptiliennes, de tout. Je tiens à indiquer que dans certains pays, le Nigeria, on citait tout à l'heure les pays, quand vous avez moins de 25% dans une élection, vous êtes éliminé de la scène politique. C'est-à-dire que si nous étions une dictature, on aurait pu bien insérer que le boycott est interdit. Dans certains pays, c'est interdit. Au Nigeria, vous allez aux élections, vous n'avez pas boycotté, vous avez un pourcentage moindre, on vous élimine de la scène politique. Donc, il faut bien qu'on se dise la vérité. On ne peut pas en même temps dire que le Cameroun, le RDPC impose une dictature, alors qu'on vient devant les plateaux de télévision le dire, alors que dans certains pays, on ne peut même pas oser même l'écrire, même l'imaginer. Donc je pense que sur ce point-là, on peut être tous d'accord que le RDPC, tout n'est pas parfait. C'est vrai. Moi, j'ai vu tout ce qui s'est passé avec, je veux dire, le meeting de Consamba. Je lui ai dit pourquoi tout ça? On aurait pu le laisser faire. Parce qu'en réalité,
si on bloque, enfin bon, on bloque pas, si on... Vous avez commencé par dire que j'ai vu... vous avez commencé par dire le RDPC, tout n'est pas parfait, j'ai vu... Est-ce que c'est le RDPC qui a bloqué? Est-ce que ce que vous voulez nous dire, non, quand je dis RDPC, parce que... je veux dire, la suite logique de votre phrase, c'était... On identifie le gouvernement... Vous venez de le faire également, Maître Biliga. Non, je dis on identifie, il ne faut pas faire dans la langue de bois. C'est la réalité. Lorsque on dit oui, on le fait parce qu'on a le RDPC a peur. Et c'est le sous-préfet du RDPC, c'est ça. Je rentre dans leur jeu. En gros, vous affirmez que ce n'était pas nécessaire, tout ce déploiement militaire qu'on a vu. On a pu constater que ces personnes qui sont arrivées, beaucoup viennent de Douala, de Bafoussam, de partout, de par le monde. Lorsqu'on fait un meeting d'installation d'un bureau d'une section, vous verrez jamais le président du RDPC venir là, ou le secrétaire général du RDPC ne viendra pas. C'est une histoire de base. Est-ce que ça ne peut pas s'analyser comme justement le fait que Maurice Kamto soit proche de ses militants? Pas du tout. C'est parce qu'il veut qu'il y ait la masse. C'est parce qu'il veut qu'il y ait de la masse qui vient. C'est parce qu'il veut qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde. Parce que lorsqu'on les gens ont des Kamto est là, les gens viennent, on met les voitures en marche, on met les charters, on a vu ça à Bafoussam, on a vu ça un peu partout. Donc moi je crois que c'est... Personne ne dira aujourd'hui qu'on n'a pas de partis au Cameroun qui peuvent rassembler. Le SDF le fait. Tu vois, tout à l'heure, je taquinais le président de la part en disant, mais je me rends compte que tu es déjà à Ebolova. C'est-à-dire qu'il y a quand même des Camerounais qui s'intéressent à la politique. Donc, il ne faut pas, ce point-là, on ne peut pas le nier. Moi, la seule chose que je dis, et tout à l'heure, pour embrayer à ce que M. Kamto et M. Djemen viennent de dire, tout récemment, on a vu une vidéo qui circulait, où on a vu le procès Kamto. Tu n'avais jamais vu fâché de cette manière-là, qui disait qu'il y a un jeune homme, un monsieur, un candidat, un militant, qui lui a demandé à lui de signer. C'est à Douala, voilà. À Grand Moulin, qui signe, qui ira aux élections. C'est tout dire. C'est-à-dire qu'un militant de ton parti ne croit pas en ta parole lorsque tu dis, et te demande de signer de manière officielle. C'est la même chose que Diamant dit tout à l'heure. Nous voulons, personne ne peut dire aujourd'hui que quand on ira aux élections en 2025. Et ce qui est encore embêtant, c'est que 2025, c'est la date d'élection de la présidentielle. C'est ça. Et c'est le reproche qu'on lui a fait. Qu'il va aux élections présidentielles avec le même code électoral, avec la guerre dans le Nozo, sans problème. Mais lorsqu'il faut maintenant aller aux élections municipales et législatives, il estime que le même code électoral, les conditions ne sont plus réunies. Alors que c'était les mêmes conditions qui existaient au moment où ils allaient aux élections présidentielles. Et maintenant que les élections présidentielles sont proches, ils demandent à ces militants à qui il interdisait de s'inscrire sur les listes électorales, de s'inscrire sur les listes orales, et lui-même il vient nous dire qu'il ira aux élections. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui dit tout pour moi, rien pour les autres. Et c'est pour ça qu'on comprend, par exemple, le départ d'Indiamen, qui estime que c'est une opportunité qui était donnée à nous tous, nous autres aussi, de challenger, peut-être de gagner une élection. Mais lui, parce qu'il veut qu'on parle de lui, comme il a échoué aux élections présidentielles, parce que vous êtes bien sûr que s'il avait gagné les élections présidentielles, il n'aurait jamais prôné le boycott des élections municipales. Parce qu'il lui fallait avoir des députés pour pouvoir mettre en place sa politique. D'accord. Maître Désiré Sikati, la question aujourd'hui que les analystes se posent après l'annonce de Maurice Kamto, c'est comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'il fera pour aller aux élections de 2025? Lorsqu'on sait que pour participer à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins un élu. Le MRC serait-il informé de la tenue des municipales, des législatives avant la présidentielle? Ou alors Maurice Kamto a l'intention d'obtenir les 300 signatures qui sont requises? Ou même encore, le MRC va-t-il se faire investir, Maurice Kamto va-t-il se faire investir par un autre parti politique? La question, c'est comment est-ce que Maurice Kamto compte contourner toutes ces difficultés? Bon, madame, moi je pense que vous nous avez invités pour un débat à bâton rompu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai en face de moi un représentant du RDPC ainsi qu'un président de parti politique qui semble défendre en rang serré avec le RDPC la même position. C'est assez surprenant. Donc je pense aussi que je vous en prie, mon cher. Je n'ai pas à me rapprocher du RDPC. S'il vous plaît, Messieurs, ça m'engage. Non. Je dis, je suis libre de faire un amalgame. Pour exprimer mon opinion, je n'ai pas besoin de me rapprocher du RDPC. C'est les Saint-Jamin. Allez-y, Maître Désiré Sikati. Ce que vous dites ne me convainc pas. C'est mon droit. C'est votre opinion, okay. Mais ne dites pas donc, sur un j'étais plateau en train de dire, que parce que je me rapproche du RDPC. Je suis quand même assez impressionné de voir le représentant du RDPC dire sur un plateau de télévision qu'ils ont été embarrassés par le boycott du MRC
de l'élection législative de 2020. Personne je l'a pense dit. que Non, monsieur. Non, monsieur. Mais attendez, non, je suis l'émission, elle vient à peine de commencer. Ne commencez pas vous êtes en train de vouloir... Ne déformez pas mes propos. Maître Biliga. Maître Biliga. Monsieur Djamel, vous l'avez dit. Maître Biliga. Ne déformez pas mes paroles, je suis là. Maître Biliga et Célestin Djamel. Non, je veux dire... On me demande qui restitue les mots. Messieurs, Maître Biliga, Maître Joseph-Claude Biliga, je vous rappelle à l'ordre. Vous constatez que quand vous aviez la parole tous les deux, Maître Désiré Sikati a souffert de vous écouter. Faites partie. Non, je n'ai pas souffert. J'étais amusé. Madame, dites-lui de ne pas déformer nos propos. Maître Sikati, allez-y. Vous savez, je n'ai pas souffert de les écouter. J'étais amusé de les écouter. Moi, je constate que M. N'Djamène, il est président d'un parti politique. Logiquement, il devrait être capable d'expliquer les méandres de fonctionnement de son parti. Mais je constate que malgré le fait qu'il est parti du MRC, il continue à avoir des accointances apparemment sentimentales. C'est une accusation extrêmement grave. Pour le MRC. C'est quand même... Est-ce que ce que vous dites... Si vous vous lancez dans les accusations personnelles, ce ne serait pas fait. Maître Célestin Djamel. Célestin Djamel. Permettez que je vous êtes président de parti politique. Célestin Djamel. C'est vrai ou faux? C'est un fait. Célestin Djamel. Parce que vous avez du mal à couper la contradiction. Célestin Djamel. C'est pas une accusation. Messieurs, je vous rappelle tous les gens. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Non. Vous déformez les propos et vous accusez. Célestin Djamel, je vous en prie. Maître Désiré Sikati, la question que je voulais vous poser, est-ce que c'est parce qu'il est parti du MRC qu'il doit plus avoir des amis dans le parti? Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit d'avoir des amis. D'accord. Mais quand vous êtes autant informé des méandres du fonctionnement de votre passé parti politique, ça signifie que vous avez une certaine nostalgie pour ce parti. Parce que j'aurais bien voulu, voilà, parce qu'il faut avoir quand même ce qu'on appelle... On parle tout le temps du... Oui, mais lui, on parle tout le temps du RDPC. C'est tout à fait normal. C'est normal, mais je dis, si vous avez au sein d'un parti politique des tops, parce que j'appellerais ça des tops. Il a dit qu'il a des amis qui lui donnent des informations. Moi, je suis quand même surpris que ses amis ne le rejoignent pas. Parce que jusqu'à maintenant, quand j'entends parler du parti qu'il représente, bon, j'ai participé à plusieurs débats, je n'ai pas encore vu quelqu'un d'autre que lui parler au nom de la part. Donc il faut être modeste et un peu humble. Non, ça veut dire que vous êtes seul dans votre parti. Et quand vous parlez de Maurice Kamto, ayez quand même l'élégance de savoir que... Je ne suis pas seul. Revenons, messieurs, revenons au thème du jour. J'en viens. Monsieur N'Djamène a dit quelque chose. Monsieur N'Djamène a dit quelque chose. Il a dit que si le professeur Kamto a décidé que le MRC participera aux prochaines échéances électorales, ça voudrait dire que peut-être il aurait eu une certaine compensation de la part du gouvernement. Mais il ne faut pas venir sur un plateau de télévision déblatérer autant d'inepties. Parce que nous sommes dans un système, nous connaissons tous. Beaucoup de nos compatriotes, d'ailleurs des hommes politiques, connaissent les couloirs de ce genre de micmac-là. Ceux qui savent comment ça se passe là-bas ne doivent pas vouloir créer cet effet de contagion en donnant l'impression que tout le monde fait pareil. J'ai dit, quand j'ai pris la parole pour la première fois, que le MRC n'a pas l'exclusivité du boycott. Le boycott, c'est une forme d'expression politique. C'est une forme d'expression politique. Et à la fin, la solution ne revient pas à celui qui a boycotté. La solution revient aussi à ceux que vous avez en face de vous. Et le principal acteur que nous avons en face de nous, c'est le régime RDPC. Maintenant, si ce régime est autiste, est-ce que ça veut dire que le MRC doit se confiner éternellement dans cette stratégie-là? Vous avez déjà vu un parti créé dans le monde qui opte pour un boycott permanent des élections? Ça n'existe pas. Mais des partis qui ont été créés pour concourir à l'exercice du pouvoir à travers le scrutin libre et transparent, eh bien, des partis politiques peuvent dire « nous sommes dans un système qui n'est pas bon ». Pour la manifestation de la transparence électorale. Vous avez répondu à Célestin Djamène et à Maître Biliga. Maintenant, comment est-ce que le MRC compte contourner les difficultés? Comprenez très bien, nous sommes en politique. Les données politiques sont des données conjoncturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même les choix politiques sont des choix conjoncturels. Un homme politique avisé sait très bien qu'il peut prendre une décision aujourd'hui et que cette décision demain soit influencée en fonction des circonstances qui se manifesteraient plus tard.
Vous comprenez? Donc, ne m'amenez pas à vous dire comment est-ce qu'on va rentrer dans les secrets de fonctionnement du MRC pour vous dire comment est-ce qu'on fera pour être candidat à l'élection présidentielle. Chaque chose en son temps. Mais soyez-en sûrs, au MRC, on réfléchit. Au MRC, on voit à l'avance ce que les autres ne voient pas. Vous comprenez? D'ailleurs, quand moi j'entends un président de parti politique venir dire que le SDF avait signé pour regretter, le MRC devrait faire pareil, mais j'ai envie de vous dire, M. N'Djamène, parce que vous êtes quand même un homme politique qui jouit d'une certaine ancienneté. Il ne faut pas venir sur un plateau de télévision dire des choses aussi légères. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous savez qui juge le professeur Maurice Kamto ou bien le MRC dans son choix du boycott ou pas? C'est le peuple. Et je peux vous dire, c'est le peuple qui juge. Et je peux vous dire, bien sûr, on fait la politique pour qui? On fait la politique pour le peuple, madame. Et je peux vous dire que la cote de popularité du MRC s'est multipliée par milliers avec cette histoire de boycott. Parce que les Camerounais ont compris une chose que vous ne voulez pas dire, M. N'Djamène. Les Camerounais ont compris enfin qu'on peut faire la politique sans penser seulement à soi. Le but du politicien, c'est servir la société. Le but du politicien, ce n'est pas de se servir de la société à travers une élection pour avoir un strapontin. Merci, Maître Désiré. Voilà. Maître Achille Ledio, et le nom au hold-up électoral dans cette décision, est-ce qu'il en pâtit? Je vous ai pas bien suivi. Je veux dire, on se souvient du nom au hold-up électoral lancé par le MRC à la suite de l'élection présidentielle de 2018. Oui. On a envie de se demander, est-ce qu'il va en pâtir? Est-ce qu'il en pâtit de cette nouvelle décision de Maurice Kamto? Non, la première des choses, c'est que le hold-up aujourd'hui, c'est derrière. Donc automatiquement, la décision de Maurice Kamto de se présenter en 2025 relaie au second plan le hold-up électoral? C'est simple, non? On n'a pas besoin de trop cogiter. Aujourd'hui, le MRC a compris que les batailles relatives au hold-up électoral, c'est quelque chose de désuet aujourd'hui. 2018-2022, on a déjà 4 ans. 4 ans sur 7. Vous pensez que vous allez continuer à faire le hold-up, pour arriver à quoi? Non, on passe à autre chose. Le MRC a compris ça. Vous savez, c'est très difficile en tant que parti politique de l'opposition, de gauche également, qui est amené à parler également d'un autre parti politique de l'opposition, de même obédience. C'est difficile, mais on essaie de s'y mettre pour la bonne gouverne de ceux qui nous écoutent. N'ayons pas peur de le dire, ayons juste la hardiesse de reconnaître que la non-participation du MRC au municipal de 2020 et législatif était un mauvais choix politique. Ils en ont assuré. Il faut le dire. On n'a pas regretté, contrairement au SDF qui avait signé une résolution pour regretter. Je parle pour moi, je parle pour ma représentation, ma formation politique. Donc tout ce que je dis, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Vous avez votre logique, j'ai la mienne. Donc je dis que c'est un regret parce qu'on peut vous démontrer de A à Z que c'était une erreur politique. Et en politique, ce genre d'erreur, on paye cash. Le boycott, je suis d'accord avec le représentant du MRC. Je suis d'accord avec le représentant du MRC que le boycott, c'est une forme d'expression politique. Mais sauf que cette expression politique doit être dans un moule cohérent. On ne doit pas sortir de n'importe où, emporter n'importe quel argument pour justifier un boycott. Et lorsque on boycotte, on tire les conséquences. Vous avez posé la question, il ne vous a pas répondu. Aujourd'hui, qu'est-ce que le MRC a gagné avec ce boycott? La popularité. Ça, je ne sais pas par quelle... La reconnaissance des Camerounais. Je peux parler. Qui sont encore plus nombreux à suivre le MRC. Est-ce que vous je peux continuer? Si vous donc, que les si vous demandez aujourd'hui... Voilà qui empêche d'autres de parler. Non, si vous demandez aujourd'hui qu'est-ce que le MRC a gagné de ce boycott, vraiment, ce n'est que les emprisonnements de leurs camarades. 7 ans de prison. Si on vient aujourd'hui, on vous donne 7 ans de prison ferme, c'est-à-dire on enlève 7 ans de votre vie, c'est énorme. Vos projets de vie sont où? Et ceux qui ont la chance ont eu 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est énorme. Alors, pourquoi le boycott? Parce qu'on voulait contester une élection soit dite gagnée et que l'autre aurait chippé. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait? Les marches blanches. Les marches blanches jusqu'à quand? Jusqu'à où? Et après, on nous annonce à grande porte, nous n'irons pas aux élections. Vous ne partez pas aux élections. Vous pensez que vous allez rester où pour contester? Dans la rue? Mais vous avez vu où la rue vous a amené. Je dis et je le répète, les dernières marches du MRC, c'était le mardi 22 septembre 2020. Le 19 septembre, c'était un dimanche, j'étais à la télévision, sur un plateau de télévision concurrente, pour défendre le MRC. C'est un droit constitutionnel de marcher. Ils doivent marcher, sauf que la marche, pour moi, était mal pensée. Elle était mal pensée et mal organisée. C'est justement pourquoi, quand vous regardez le bilan de ces marches, faites le bilan aujourd'hui. C'est les gens qui ont démissionné du MRC. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont aussi arrivés. Il y a ceux qui sont dans les prisons et ceux des leaders qui sont restés libres jusqu'à aujourd'hui n'ont plus le courage de lancer les marches blanches. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Non. Lorsque le MRC doit comprendre que le boycott était une erreur, je serais d'accord avec ces cadres. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis, nous sommes dans la même corporation, mais ils sont du MRC. Quand on se retrouve quelque part pour parler politique, je leur dis, le jour que vous allez reconnaître que le boycott était une erreur, une grave erreur politique, vous et moi, on peut s'entendre sur certains nombres de choses. Alors, Célestin Diamé, qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque à prendre part aux marches blanches? Ben écoutez, je pense qu'à l'époque, nous avions une intention très claire. Il fallait dénoncer des irrégularités électorales qui avaient eu lieu, pensions-nous, à l'époque, sur les élections présidentielles. Donc, il me semblait parfaitement logique que ce parti politique fasse chorus avec son candidat. Et j'y ai participé, et je le dis sans regret maintenant. Le problème, c'est personnellement, Célestin Diamé. Oui, justement. À cette époque, les militants du MRC pensaient, je ne veux pas dire tous, que Maurice Kamto avait gagné l'élection présidentielle et que Paul Biya lui avait volé sa victoire. Est-ce que vous pensiez pareil au moment où vous vous engagez pour les marches? C'est-à-dire que moi, j'ai assisté derrière le président Kamto au Palais des Congrès, n'est-ce pas, à la séance du Conseil constitutionnel, où M. Essomba, l'un des membres justement de ce conseil, s'est mêlé les pédales et a cru devoir, il a cru devoir nuitamment sortir une espèce de fatras de soi-disant PV qui s'est avéré par la suite un flop total, parce qu'en vérité, il n'y avait pas de signature des scrutateurs, ni de présidents de vote dans ces PV-là. Donc, effectivement, ça a créé, chez certaines personnes sceptiques au départ, certaines convictions qu'il y avait des fraudes électorales. Certaines personnes dans vous? Oui, parce que le magistrat n'est pas capable de livrer un document légal. Quelque part, c'est assez inquiétant. Et donc, par la suite, dont j'étais membre du MRC, nous avions quand même sur le plan, pas seulement éthique, mais sur le plan rationnel, de dire notre candidat mérite d'être écouté. C'est pour ça, et comme l'a dit M. Sikati, un parti politique a dans son ADN le droit de s'exprimer, de contester même une élection, mais pas se proclamer président élu. Attention, il y a une différence. On peut contester quelque chose en politique, c'est un droit qui est substantiel pour un parti politique, mais on n'a pas à se déclarer président élu. En fait, la question que je pose, c'est est-ce que vous pensiez, vous Célestin Diamé, que Maurice Kamto également a gagné l'élection de 2018? Ce n'est pas une pensée sentimentale, là. Je vous dis, par rapport au Conseil constitutionnel auquel j'ai pris part, j'ai assisté, il se trouve que l'un des membres du Conseil constitutionnel s'est complètement fourvoyé dans sa documentation. Et là, ça a conforté, y compris moi, la conviction de plusieurs d'entre nous qui étaient convaincus à ce moment-là qu'il y avait des fraudes électorales. Puisque je veux dire si un magistrat... qu'il y ait des fraudes électorales et que votre candidat ait gagné, c'est quand même deux choses, c'est quand même deux mondes. Je veux dire, ça ne va pas forcément de pair. En conteste, on dit qu'il y a hold-up. Il y avait plus de deux candidats à cette élection présidentielle. Non, on dit qu'il y a hold-up. Oui. Je n'ai jamais sourcé au slogan « président élu ». Ça n'a pas de sens. Je l'ai même dénoncé à l'époque, j'étais encore MRC. On ne dit pas président élu. On conteste à travers le hold-up, bien sûr, qu'une élection est entachée de fraude. C'est notre droit. C'est le droit de tout candidat d'ailleurs. Il se trouve qu'à l'époque, militant que j'étais avec les autres, nous avons fait chorus avec le candidat. Ça me semble logique. Maintenant, la question qui se pose, c'est que sur le plan strictement constitutionnel et juridique, et c'est le président Kamtolini en 2004 qui disait que dès que le Conseil, la Cour suprême, à l'époque c'était la Cour suprême qui faisait office de Conseil constitutionnel, s'est prononcé, ça devient une parole papale, une vérité papale.
C'est un dogme. Personne ne bouge plus. Or, il s'est contredit 20 ans plus tard en disant exactement le contraire. Donc, vous voyez encore, l'incohérence ne commence pas aujourd'hui. Mais à ce moment-là, vous ne perciviez pas l'incohérence, Célestin Jamin. À ce moment, puisque vous avez quand même pris part à ces marches. moment-là, je vous explique que, eu égard au litige au contentieux électoral qui s'est déroulé sous mes yeux, le magistrat d'un corps auguste comme le Conseil constitutionnel, c'est complètement fourvoyé. Ce qui renforçait notre conviction. Non, sauf que le Conseil, qui est le Conseil constitutionnel, qui est l'organe, avait déjà donné sa décision. Et par conséquent, ça devait s'appliquer également, c'est-à-dire à l'égard de tout le monde. Exact. On ne devait plus venir encore avec un soi-disant non au hold-up. Non, on a le droit. Si vous prenez mon temps de parole. Allez-y. Alors, je suis en train de dire que le Conseil constitutionnel prononce le vainqueur officiel de la course présidentielle. Maintenant, le parti politique, c'est une question d'opinion, a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. Même si le professeur Kamto, 18 ans ou 20 ans plus tôt, a dit exactement le contraire. Mais on lui sait gré, il est candidat. Il s'estime victime. Raila Odinga, dans le cas du Kenya, a fait exactement la même chose. Jean Ping, on peut contester une élection, mais le problème, c'est qu'on se proclame élu. Voilà. Au point de demander des allégeances, c'est pas normal dans une république. Au moment où vous vous engagiez, vous, Célestin Jamin, dans les marches blanches, certains de vos camarades de l'époque le disaient déjà. Maurice Kamto est le président élu. Certains de vos camarades le disaient, mais vous avez quand même Moi, je ne le disais pas. Oui, mais vous avez quand même participé. Sachant tout ça, vous avez quand même participé à ces marches. On a le droit de participer à une contestation. Je suis opposant. Et au MRC, je l'étais également. Donc, je dis simplement que moi, sur cette expression-là, j'ai dit non, on ne peut pas dire président élu. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir participé? Je veux dire, aujourd'hui, je ne peux pas Maurice Kamto annonce qu'il se présente à l'élection, que le MRC va concourir pour les prochaines échéances électorales. Est-ce que vous, aujourd'hui, Célestin Jamin, vous avez reçu une balle, c'est ça? Vous avez reçu une balle c'est ça, vous n'êtes pas au courant. Vous avez reçu une balle. Il faut pas non, je précise juste, vous avez reçu une balle au cours de ces marches. Oui. Vous êtes allé en prison, vous en êtes sorti. Vous avez essayé de vous porter candidat à l'élection municipale. Vous n'avez pas pu parce que votre parti de l'époque a boycotté. Aujourd'hui, votre ancien président national vous annonce que finalement, le MRC va participer aux prochaines échéances électorales. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez donné pour ce parti-là? C'est fort, hein? Non, je ne regrette pas parce que je n'ai pas coutume dans mon vécu, dans ma manière de voir le monde, de regretter mon passé. Je les assume totalement, mais alors totalement. Je dis que j'ai pris part à des marches dites blanches, mais qui en réalité étaient des marches selfie. Des marches selfie, des marches comiques, parce qu'en vérité... Des marches selfie. Oui, parce qu'en vérité, j'ai le sentiment... 3 ans plus tard... Je précise que vous avez fait... On a fait également des photos de vous. Oui, justement, parce que je dis une marche selfie, pourquoi? Parce que, en vérité, cette marche a été déclenchée Vous demandiez, vous, personnellement, est-ce qu'on vous prenne en photo? Cette marche a été déclenchée le 20 décembre 2018. Parce que nous marchons le 26 janvier 2019. Le 20 décembre 2018, on fait des slash sur Internet pour annoncer les marches blanches, pacifiques, je précise. Bien, merci. Il y a des réunions un peu partout dans tous les quartiers. Moi, j'étais à Douala 5e plus précisément, et je participe ardemment à la confection des banderoles. Je l'exige même, parce qu'on ne peut pas manifester sans revendication écrite. Il se trouve que ce jour-là, donc, la veille du 26 janvier, le 25 janvier 2019, je suis dans mon quartier avec une dame dont je tairai le nom parce que c'est pas bien de lui mettre dans les problèmes. Et on se rassemble pour préparer justement cette marche du lendemain. Qu'est-ce qui se passe? On est au moins 300 personnes. Un seul quartier. Je ne parle que des militants assermentés, estampillés MRC. Je ne parle même pas des citoyens lambda. Je parle des militants du MRC. Au moins 300. C'était noir de monde dans ce quartier-là, à Lokpom. Ils se reconnaîtront. Qu'est-ce qui se passe? On se donne rendez-vous donc le matin du 26 à 7 heures. Moi, je contourne, moi qui habitais Makepe et la vie, je contourne la cohorde policière, je passe par Makepe Palace, je contourne, pour arriver au lieu dit du rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? On est 5 personnes. Il est 6h55. On est 5 personnes. Je ne comprends rien. Je prends mon téléphone, j'appelle mes camarades, en tout cas les cadres de cette cellule, dans laquelle j'étais membre à cette époque-là.
Je parviens à rassembler 15 personnes. Je dis, la marche doit se faire. Puisqu'on a travaillé hier, il y avait une marée humaine. Je ne comprends pas que ce matin, rendez-vous à 7 heures, qu'il y ait 5 personnes. Ce n'est pas normal. Je parviens quand même à rassembler une quinzaine de militants, Dieu merci. Et, pour éviter, permettez, c'est important, c'est l'histoire, M. Sikati. Plutôt que de prendre le boulevard qui part de l'hôtel Makepe Palace jusqu'à Fin-Goudron-Basson, nous préférons contourner le quartier pour sortir Fin-Goudron et entamer la marche. Qu'est-ce qui se passe? On est 21 au niveau de Fin-Goudron-Basson. 21. Il y a un commissaire qui a été informé par je ne sais quelle méthode. Il nous fait barrage, nous annonçant, preuve, en tout cas sa preuve à lui, à la main, que cette marche a été interdite. On m'avait dit à moi que la marche avait été déclarée. Parce qu'on l'avait évoqué tout à l'heure, il faut déclarer la marche. Donc apparemment, si je m'en tiens à ce commissaire-là, la marche n'était même pas déclarée. Mais par euphorie militante, effectivement, moi j'étais avec mes camarades, on avait décidé de marcher. Ce policier, voyant la vague continuer, on était que 21, suivi de certains bienskineurs, fait appel à du renfort. En moins de 10 minutes, on a 3 fourgonnets de police armés jusqu'aux dents qui arrivent. C'est ainsi que la marche est stoppée. Je demande qu'on entonne l'hymne national. Je suis stoppé après 5 minutes de marche. On nous disperse. On est pourchassé dans les quartiers. Mais ce n'était pas fini parce qu'en vérité, comme j'habitais pas loin, j'oubliais que j'étais filé. Et c'est comme ça que la balle, qu'on m'a encerclé, laissant partir tous les autres militants pour me tirer une balle dans le pied. Je rappelle qu'entre-temps, quand j'étais complètement à plat ventre, les rangers sur la nuque, l'un des policiers m'a dit « mettez-lui une balle dans la tête ». Je passe les détails. Mais plutôt, ils ont négocié, c'est tombé plutôt dans l'argent. Maintenant, je veux dire que, jusqu'à l'immédiat Sikati, quand vous traitez, je reviens à ce qu'il a eu. Par rapport, permettez. Il a fini de nous amener. Bon, maintenant, vous avez passé le temps à faire une... Non, sois sérieux. Rapidement, c'est je reviens à ce qu'a dit M. Sikati. Allez-y, c'est les Quand il parle, M. Bidi a tout dit. Allez-y. Vous ne pouvez pas poser comme condition 2 piliers en disant que s'il n'y a pas de fin des hostilités dans le Nozo, fin de la guerre, s'il n'y a pas de réforme du code électoral, nous n'irons jamais aux élections. On ne demande pas à un parti de ne pas critiquer. Ils ont le droit. Le débat est de savoir qu'un homme aussi incohérent peut-on faire confiance? Parce que le star system qu'on voit en Consamba, ça c'est du star system. Ça n'a rien à voir avec la politique parce que ces gens qui vont l'acclamer ne connaissent rien des statuts du MRC, ne connaissent rien du projet de société. Et ils vont, parce que si on envoyait plutôt que Camton, le secteur général, il y aurait 10 personnes. Et c'est pourtant toujours le MRC. Donc c'est le star system. Maître Sikati, juste avant Maître Biliga, que deviennent aujourd'hui les marches blanches et le non-hold-up électoral? Je vous ai expliqué que les marches blanches font partie des modalités d'expression politique. Vous comprenez? Oui, vous l'avez Donc, dit ça. Ça ne veut pas dire, quand j'entends les gens dire on a renoncé, j'ai l'impression qu'on est sur un plateau surréaliste. Lorsque l'occasion se présentera et que les conditions seront idoines pour que des nouvelles marches soient annoncées, soyez-en sûrs, le MRC va les annoncer. Bon, maintenant, vous allez me permettre... Oui, non, mais vous n'avez jamais marché par conviction. Vous comprenez? S'il vous plaît. Vous semblez être très à l'aise. Vous semblez être très à l'aise. Non, je vous donnerai une seconde. Arrêtez, c'est le cadre du MRC. Ça, c'est ce que vous dites. Oui, ça, c'est ce que vous dites. S'il vous plaît. Maître Sikati a la parole, Célestin Diamène. Démontrez le contraire. Je dis et je répète. Moi, je suis quand même surpris. Allez-y. Je suis surpris de voir un homme politique qui prétend gouverner. Parce que quand on est président d'un parti politique, ça veut dire qu'on se sent le potentiel de pouvoir gouverner un pays. Un homme politique venir parler avec autant de légèreté sur un plateau de télévision, dit il aurait marché alors qu'il pensait qu'on avait déclaré. Moi, je pensais qu'il était un homme politique avisé. Voilà, qui devrait vérifier si les conditions, d'après lui, sont réunies. Je n'ai pas vérifié. Oui, quand on vous écoute, parce que moi, je ne veux pas donner mon opinion. Je ne veux pas donner mon opinion personnelle. Mais quand je vous écoute parler et que je sens cette légèreté dans votre propos, selon moi, je perçois ça comme ça. Oui, selon vous-même, moi, un marchand ne vérifie pas. Oui, je dis quand je vous écoute, monsieur Ndiamène. Célestin Diamène, Maître Sikati. Vous savez, vous êtes sur la scène politique longtemps avant moi.
Donc logiquement, c'est moi qui devrais m'agiter comme vous agitez là. Vous voyez très bien que je suis calme, mais vous du avez tout. du mal à vous contenir. Donc je dis, quand je vois un homme politique de votre trempe venir sur un plateau de télévision dire qu'il a marché par mimétisme, moi j'ai envie de rigoler. Je n'ai pas dit ça. Vous comprenez? Mais je n'ai pas dit ça. C'est ce que vous avez dit. Mais c'est n'importe Vous avez quoi. marché parce que les gens vous ont dit que la marche était déclarée. De deux choses. C'est qu'il ne vous dit pas. Et que la plupart des militants du MRC pensent aujourd'hui, moi ce n'est pas mon opinion, mais je ne serais pas tenté de penser comme eux, c'est qu'en fait, vous avez des gens qui arrivent comme ça, de façon circonstancielle, dans un parti politique qui a pignon sur rue, parce qu'ils pensent que ce parti politique peut leur servir de passerelle pour une ambition personnelle. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas parlé de vous. Je ne sais pas pourquoi vous dites que je suis hors sujet. Ils pensent que le parti politique peut leur servir de passerelle pour une ambition personnelle. Et pour asseoir cette ambition personnelle, il faut se mettre dans un cadre où on se taille une certaine légitimité. Donc, d'aucuns peuvent participer à la marche, parce que, vu le nom qu'ils avaient déjà en venant au MRC, ils seraient perçus comme des leaders de la marche et que lors des échéances électorales, ils seraient légitimement acceptés comme pour leur satisfaire leurs principes. Donc, et ce que je dis, vous savez très bien, vous êtes journaliste, vous faites dans l'investigation, M. N'Djamène sait très bien que c'est la carapace qu'il s'est fait mettre sur le dos aujourd'hui. Et je crains bien que ça lui quitte cette carapace et quitte pas son dos. Donc, moi, je suis quand même ahuri d'écouter. Moi, Maître Ledjo, c'est un membre du SDF. Mais quand je l'entends dire que quand on parle du bilan, il y a les militants du MRC qui sont là en prison, que c'est ça le bilan pour lui, ne pas aller à l'élection, c'était une erreur. Moi, j'ai envie de lui demander, mais et ceux qui sont allés à l'élection, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Parce que moi, j'ai l'impression que d'aucuns pensent que le but d'un parti politique, de l'opposition surtout, c'est d'aller à l'élection à tous les prix. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons gagné en expérience. Nous avons gagné en marge de confiance. Nous avons gagné en maturité. Nous avons gagné en popularité. Nous avons gagné en confiance vis-à-vis des militants. Aujourd'hui, quand vous dites que bon, le professeur Kamto, il était en Konsamba et que là, la plupart des gens qui étaient là ne connaissent pas les statuts, vous avez raison de dire ça. Mais ça veut tout simplement dire que tout le monde veut savoir ce que c'est que le MRC. La plupart de ceux qui soutiennent le MRC, ce n'est pas les militants, ce sont des sympathisants. Et les sympathisants en politique, M. N'Djamène, vous deviez savoir ça. Les sympathisants en politique, c'est comme le socle d'une maison. C'est les sympathisants qui font gagner une élection. C'est pas, oui, mais sauf que je pense que je suis plus clairvoyant que vous. Parce que vous faites des choix tellement mauvais. Et vous justifiez ça de façon infantile. Vous comprenez un peu? Oui, vous ne pouvez pas. Vos choix sont infantiles. Nous n'avons pas d'argument. Je vous rappelle que je parle pour un parti politique. Et alors, je parle pour un parti politique. Un parti politique qui a pignon sur rue. Organisez votre meeting. Vous avez organisé un meeting. Bien sûr, les choix politiques sont conjoncturels. Comme des perroquets. Je dis et je répète, les choix politiques sont conjoncturels. On participe aux élections. Si vous avez l'oreille dure, ça va être difficile. Nous pouvons boycotter aujourd'hui. Mais non, ça n'a aucun sens. Le MRC n'a jamais tellement léger, c'est tellement léger. On applaudit quand on boycotte. Monsieur N'Djamène, vous êtes venu au MRC parce que vous vouliez être maire. Mais non. Oui, c'est ça. Ceux qui veulent passer avec Ah oui, mais c'est ça. Il voulait quoi? Oui, c'est vous vouliez être maire. Monsieur, je dis et je répète, nous avons assumé nos choix. Il n'y a pas de regret. Les autres ne peuvent pas. Le RDPC, le parti, je ne sais pas comment s'appelle encore son parti. À part. Oui, votre parti n'a pas pignon sur rue. On ne vous voit pas. Comment est-ce que je vais retenir un parti, le nom d'un parti politique? Bon, quand j'écoute ça, oui, le président du parti, ça part. Bon, je ne sais pas. Voilà. Quand j'écoute le représentant du SDF parler, moi j'ai l'impression que on pense qu'en politique, dans un système dictatorial et violent, voilà, on peut faire la politique sans se mettre dans la tête qu'à tout moment on peut aller en prison. Moi qui suis en train de vous parler ici pour le compte du MRC, dans ma tête, je me suis déjà dit, il peut arriver qu'un jour je sois en prison. Parce que c'est comme ça dans tous les systèmes dictatoriaux. Ah mais j'ai marché je peux vous montrer, j'ai marché à Ndokoti. J'ai marché à Ndokoti. Mais vous étiez à Douala 5e dans votre bulle que vous avez créée parce que vous vouliez avoir quelques suppôts. Oui. Je peux vous montrer les photos, monsieur N'Djamène. Qu'est-ce que vous racontez? Bon, je ne veux pas rentrer dans la diversion. Je ne veux pas rentrer dans la diversion. Je ne veux pas rentrer dans la diversion. Je ne vais pas rentrer. Moi, je me félicite de voir que vous ne connaissez même pas l'histoire de votre parti. Les médisants du MRC contribuent
à sa popularité. Parce que M. N'Djamène, ce qu'il fait là, je suis très content parce que ça amène les gens à comprendre. Il est dans la légèreté. Il est dans une nostalgie pour choses perdues. Maître Biliga, Maître Achille Ledjo le disait tout à l'heure, depuis le 22 septembre 2020, l'UMRC n'a pu organiser de marche. Quel aura été l'impact des arrestations et des condamnations sur le mouvement que voulait lancer justement l'UMRC, les marches blanches? Je ne sais pas s'il faut répondre à cette question. Moi, je dis un constat, tout simplement, c'est un constat qui est fait. Ils n'ont pas fait de marche. Des arrestations et des condamnations. Des marches. Et des arrestations, des condamnations, je crois que ça a été une leçon pour comprendre que lorsqu'on veut on veut diriger un pays, il y a des lois qu'on doit respecter. Et lorsqu'on ne les respecte pas, on peut être sanctionné. De la même manière, vous avez vu, même en interne, dans un parti politique, lorsque vous ne respectez pas les règlements intérieurs, les statuts, vous pouvez être frappé. Mon ami Ngépi en a payé c'est un exemple patent, à dire quelqu'un à qui on refuse même la parole, même pour se défendre. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent dire que le RDPC n'a pas de justice. Vous voyez donc quelqu'un qui vient, on l'accuse d'un certain nombre de faits, je ne sais pas si ces faits sont avérés ou pas, mais à qui on interdit de venir se défendre. Et quand il se défend, on commence à saisir les journaux, les médias, pour les interdire, pour leur dire de ne pas lui permettre de parler, même en son nombre en tant que citoyen. Voilà des exemples que nous voyons des gens qui vont vous donner des leçons, qui vous donnent l'impression qu'ils sont ceux qui, demain, lorsqu'ils vont venir, vont changer le pays, malheureusement, qui vont faire pire que les autres. Ce que je voudrais retenir en sortant de ce plateau aujourd'hui, c'est que le boycott est bon. C'est que le boycott. Maître Biliga, la parole. Voilà comment l'opposition peut diriger le Cameroun. Voilà les absents. Maître Biliga, vous avez fait la même chose tout à l'heure. Madame Léla. Allez-y, Maître Biliga. Maître Biliga. Oui. Je voulais quand même voir de l'autre côté un peu plus de détenus. Parce qu'eux, ils doivent vouloir changer. Ils doivent faire la politique autrement. Ils ne peuvent pas faire comme nous, aussi grand pire que nous. Ça veut dire que ça ne vaut même pas la peine, autant nous on reste. Donc je dis, heureusement qu'il y a des gens sur le plateau. Ils donnent notre visage de l'opposition, heureusement. Alors, je disais ceci. Oui. Je sors de ce plateau avec un mot. On nous dit que le boycott est bien, parce qu'il a permis de faire venir beaucoup de militants dans le parti MRC, mais seulement le parti MRC n'est-il pas la conséquence du fait que par le boycott, il y aura beaucoup plus de militants. Ils disent aux militants qu'ils sont venus parce qu'ils ont prôné le boycott. Et maintenant, écoutez, vous êtes venus, mais nous, on ne prône plus le boycott. Donc rentrez. Parce que si vous êtes venus parce que nous sommes un pays, un parti qui boycotte, qui promet, qui parle du boycott, nous ne voulons plus de boycott. Nous, on va aller aux élections. Allez donc, rentrez chez vous. Donc, c'est vraiment, je ne qualifie pas ce genre de langage politique, mais c'est un peu léger. Moi, je trouve que c'est un peu léger. Je trouve quand même que c'est un peu léger. Je dis, nous dotons une seule chose, et c'est là qui est réel. C'est que nous avons vu un homme politique sur ce plateau, je veux dire, dans une autre scène qui est venue dans une situation politique, et qui fait ce qu'on appelle la girouette. C'est-à-dire un pied devant, un pied derrière. Je ne vais pas parler d'Anne Bafia, c'est comme si j'insultais mes frères de nos frères de Mbam, mais c'est ce qu'on constate. Il dit une chose, le lendemain, il dit exactement le contraire, avec la même conviction. Parce que lorsque je disais que ceux qui boycottent ont tort, moi j'ai bien suivi. Et j'ai dit, mais voilà quelqu'un qui dit la vérité. 3 semaines après, avec la même conviction, avec les mêmes applaudissements, il fait exactement le contraire. Merci. Voilà donc, madame, allez-y, maître. Allez-y. Je suis de l'RDP, je pas de moi sur le plateau, mais allez-y, maître. Pourquoi on passe au prochain solidaire de vos propos, on a déjà dit ça. Merci, maître Biliga. Il y a 3 ans, le palais des congrès de Yaoundé accueillait le grand dialogue national convoqué. Vous voulez dire quelque chose pour sortir, maître Sikati? Non. Si je dis quelque chose, je pense que ça va encore... On retient que Maurice Kamto est candidat à l'élection présidentielle de 2025 et que le MRC ne nous dit pas comment ça va se faire, parce que le MRC n'a pas d'élu pour l'instant, et donc si l'élection présidentielle se tient avant les législatives et les municipales, le MRC devra soit Maurice Kamto sera investi par un autre candidat, soit il essaiera d'avoir les 300 signatures, et c'est pas gagné. Moi, je vous ai expliqué. Oui. J'ai l'impression qu'on ne m'avait pas bien écouté.
Je vous ai dit, le MRC a toujours une longueur d'avance. D'accord. Chaque fois Il y a que pas nous de prenons... moment, on n'est pas sur un plateau de charlatans. Ça veut dire quoi? Voici les preuves. Une longueur d'avance. Voici les preuves qui dénoncent les fraudes massives à Melon et en Consamba. Vous avez fini. Avec des détails précis. Ah bon? Ils sont du charlatanisme. On a une longueur d'avance, ça veut dire quoi? Vous ne recrutez pas ceux-là. Ceux qui dénoncent ça, vous les recrutez pas dans votre petit parti. Non, on n'est pas charlatans. Merci, messieurs. Il y a 3 ans... J'avais quelque chose à dire. Oui, parce qu'on a changer de sujet avec vous. Oui, permettez s'il vous plaît. Vous savez, je ne voulais pas laisser passer ça. Oui. Et je voudrais exprimer vraiment mon mécontentement face à ce qu'a dit Maître Sikati. Je ne sais pas si le fait de ne pas être d'accord avec certaines idées du MRC nous amène toujours à être catalogués de la sorte. Maître Claude Biliga, le parrain, il a dit, heureusement sur le plateau, il y a Maître Le Dieu qui donne une autre image en blaguant comme ça, là, et Maître Sikati de jeter l'opposition de convenance. Donc, voilà. Oui, convenance par rapport à lui. Non, voilà. Ça, c'est compliqué à comprendre. Allez-y, on va sortir de ce sujet. Vous exposez votre... On va sortir de ce sujet. C'est vrai, quelqu'un... Selon vous. Maître Le Dieu avec... S'il y a quelqu'un sur ce plateau, s'il y a un homme politique qui a bénéficié du gouvernement de RDPC, c'est Campi. Ah ouais. Mais arrêtez vous le prenez encore en porte-à-faux. de politique de convenance. Messieurs, bon, je voudrais non, madame Léla. Maître Biliga. Il faut parfois laisser les gars de Maître Biliga. qu'on leur réponde. Ils sont dans la comédie. Il n'y a pas une seule Messieurs, Maître Biliga, qui a bénéficié vous l'avez dit, vous l'avez dit. On a entendu. Son épouse et tout le monde. Maître Biliga. Si, arrêtez. Maître Biliga. C'est dans la comédie. Messieurs. C'est du charlatan. dans la comédie. Maître Biliga. Vous applaudissez quand il y a participation. On comprend quoi? C'est les Saint-Jamais. Merci. Je voudrais continuer si tu le permets. Maître Achille Le Dieu avait la parole, je vous en prie. Merci. Je voudrais continuer en disant tout simplement que les documents que présente monsieur Djamel peut s'analyser dans le cadre d'une contestation. Les élections qui ont eu lieu au sein du MRC, je ne défends personne. Pour moi, ce sont des élections qui ont quand même les couleurs démocratiques, sauf que les contestations ne peuvent ne pas manquer. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, non, comprenez, je vous en prie, il y a les vidéos qui ont pilulé sur la toile, venant de Melon, venant de Mbaré, et maintenant des gens qui ont même saisi par voie d'huissier les responsables du parti pour contester. Normalement, les contestations post-électorales font partie de la vitalité du parti. Démonstration de fraude électorale interne. Selon vous. Voici les documents. C'est pas selon moi, c'est les documents des vidéos. Voilà un dossier, monsieur. Donc, quand vous avez interprété à votre façon. Non, c'est pas moi qui interprète. Je les ai reçus. Vous avez oublié qu'on sortait du sujet. Je les ai reçus. Voilà, on sortait de ce thème. Merci. Non, il est tellement nostalgique. Je pense que tout à l'heure, je pourrais même... Alors, il y a 3 ans, le palais des congrès de Yaoundé, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Célestin Djamene et Maître Désiré Sikati, Maître Biliga également. Donc, il y a 3 ans, le palais des congrès de Yaoundé accueillait le grand dialogue national convoqué par le chef de l'État, Paul Biya, en vue d'examiner les voies et moyens permettant de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les composantes de notre nation. Environ 50 recommandations avaient émané des assises des 8 commissions. 3 ans plus tard, on essaye de faire le bilan aujourd'hui. On repart avec vous, Maître Achille Le Dieu, 30 septembre, 4 octobre, il y a 3 ans, le Cameroun organisait justement le GDN, le Grand Dialogue National, en vue de la résolution de la crise dite anglophone. Alors, les espoirs que vous fondiez en ces assises, est-ce qu'ils ont tenu la promesse des fleurs? Ben voilà, il faut dire tout simplement que 3 ans après la tenue du Grand Dialogue National, oui, relativement aux résolutions de cet événement, oui, aujourd'hui, nous pensons que nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse et rien de sérieux n'a pu être implémenté. Il faut d'abord se dire que le Grand Dialogue National était une réponse officielle du gouvernement de 82 relative à la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de réaffirmer ou
de réaffirmer, oui, disons-le comme ça, notre vivre ensemble. Aujourd'hui, on se rend compte 3 ans après que la société camerounaise est plus que jamais fracturée. Les déplacés internes, les réfugiés, les morts qui continuent de se faire compter laissent tout le monde perplexe. Le bilinguisme, la démobilisation, le développement local, la décentralisation, toutes ces questions ayant meublé les 4 ou 5 jours des 600 personnalités réunies à Yaoundé pour débattre de ce grand mouvement, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire de façon claire et précise que voilà ce qui a été implémenté. Je prends des cas d'exemple. La semaine passée, oui, les ex-combattants sécessionnistes assaillissaient encore le bureau régional du DDR à Boya, mécontents de ce que les promesses faites par le gouvernement RDPC n'ont jamais été tenues. Derrière les actions du régime ne se lie pas une réelle volonté de résoudre un problème. Donc on fait ça pour enfumer. Il était question pour le gouvernement camerounais qui avait déjà mauvaise image vis-à-vis des partenaires internationaux et des amis du Cameroun de faire peau neuve. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que l'enjeu du GDN, c'était pas résoudre la crise anglophone. Ce n'était pas résoudre la crise anglophone. Redorer son image. Justement, écoutez, vous ne pouvez pas organiser un dialogue et les véritables protagonistes ne sont pas à la table du dialogue. Vous organisez un dialogue et vous êtes le seul à définir l'ordre du jour et les points de discussion. Les véritables responsables, les véritables tenants du pouvoir qui devaient être là pour donner plus d'épaisseur, plus d'envergure à la chose, étaient absents. Le président de la République, M. Paul Biya, devrait être là au moins à l'ouverture des travaux ou à la fermeture de ceux-ci pour montrer son degré d'attachement, son degré d'implication dans ce qui lui paraît aujourd'hui important, la résolution de la crise anglophone. Sauf que nous avons vu un premier ministre jeté au feu, qui se battait comme il pouvait, et les résolutions prises, ma foi, n'ont pas été implémentées. On a dit, pour ce qui était du nord-ouest et du sud-ouest, on vous donnait, sur la base de l'article 62 de la Constitution, un statut spécial. Effectivement, le 29 décembre 2019, oui, on nous parle du Code général des collectivités territoriales décentralisées, avec pour implémentation, si vous voulez comme ça, là, le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, le représentant du RDPC est là. Est-ce qu'il peut nous dire de façon concrète, voilà ce que nous avons fait en termes de statut spécial? Puisqu'on va vous dire tout ce qu'il va dire, ce que on a nommé les Public Independent Conciliators dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait concrètement en termes de faits d'âme? Il n'y en a pas. Et vous allez vous rendre compte que la House of Chiefs, qui est toujours une autre structure mettant en relief la spécificité de ces régions-là, vous allez vous rendre compte que la House of Chiefs est une coquille vide, puisque les faunes, les chefs traditionnels de là, n'y résident pas. Pourquoi? Parce que la violence est toujours distillée. Ils sont à Douala et à Yaoundé, par conséquent, la House of Chiefs ne fonctionne pas. Ce qui a lieu de noter, pour s'en réjouir quand même, le tableau n'est pas aussi sombre. Ce qui a lieu de noter, disais-je tantôt, c'est ce satisfait que l'on peut observer en ce qui concerne le dévouement de nos forces de sécurité qui, au péril de leur vie, essayent de ramener un semblable de vie encore dans ces régions-là, malgré la résistance du Ghost Town imposée par ces séparatistes. Que pensez-vous, Maître Beniga, de cette affirmation de Maître Achille Diop?
Pardon, qui laisse entendre que l'absence de Paul Biya aura joué un rôle majeur dans ce qu'il considère comme l'échec aujourd'hui du GDN. Le président Biya aurait pu être là, que aurait été la même chose, il ne pourra pas d'échec. D'un exemple banal, au Tchad, on sort d'une conférence, d'un dialogue au Tchad, le président Mahamad, comment on appelle celui-là, le président Idriss Déby était là. Il a ouvert. Mais attendez qu'on implémente les résolutions. Attendez qu'on Dès qu'on a donné les résolutions, les partis, je veux dire les groupes armés ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Tout simplement parce que le président, l'autre a dit qu'il sera candidat. On a dit qu'il va se porter candidat et que la transition va durer 2 ans de plus. Vous comprenez donc qu'en réalité, ce qui est important, c'est les résolutions qui doivent être prises. La présence du président ou pas est symbolique, moi je pense. Non. Je donne l'exemple du Tchad, où le président était là, et ça n'empêche pas qu'il y ait des contestations quant aux résolutions qui doivent être prises. Donc pour moi, je ne pense pas que ce soit le plus important. Il faut noter une chose, au niveau des recommandations, il faudra voir qu'il y avait 8 sous-comités. Et chaque sous-comité avait un certain nombre de choses qui avaient été évoquées. En 3 ans, il est impossible de mettre tout cela en place. C'est pour cette raison que dans le même document, ils ont essayé de mettre ce qu'ils appellent des recommandations faisant partie, des recommandations méritant de faire l'objet des traitements spécifiques, parmi lesquels le statut accordé aux régions du sud et du nord-ouest, l'utilisation de l'anglais français de manière égale, le renforcement de l'autonomie de la collectivité territoriale décentralisée, le contraire vient de le dire, avec les documents, les tests qui ont été pris, amélioration des infrastructures des services, renforcement des programmes d'assistance humanitaire, c'est fait, et la mise en place des structures de construction en faveur des zones touchées, c'est également fait. Ce qui a été comme urgent a été fait. Moi, en tant que juriste, en tant qu'avocat, ce que je regrette, c'est qu'il y a parmi les résolutions, une qui concernait la création de l'école de l'avocat, qui n'est pas encore implémentée. Et ça, c'est un serpent de mer, ça date depuis... Moi, j'ai avec moi le test qui crée l'Institut d'études, enfin, le projet des tests, l'Institut d'études judiciaires, qui date de 2013, qui est avec moi, mais ce n'est pas encore implémenté. Nous souhaiterions bien que il y ait cette implémentation. Par contre, au niveau du service judiciaire, vous savez bien qu'il y a eu le common law qui a été introduit à l'ENAM, il y a eu une branche de common law au niveau de la Cour suprême, une chambre de common law au niveau de la Cour suprême, etc., etc. Donc il y a des choses qui ont été faites, d'autres doivent être améliorées, nous sommes tous d'accord, et qu'il y a des choses qui doivent être implémentées pour que nous puissions arriver à la paix. Dans le sillage justement des recommandations, une loi sur le bilinguisme a été votée par le Parlement du Cameroun le 10 décembre 2019. Dans la pratique, 3 ans après, est-ce que cette loi a contribué à améliorer, je vais me répéter, la pratique du bilinguisme au Cameroun ? Bien, je pense qu'il faut quand même laisser le temps au temps, si j'ose dire, et laisser le temps que ces recommandations qui ont été votées par les 8 commissions, dont une venant de la diaspora. Je rappelle que le 4 août dernier, moi-même j'ai reçu des amis qui venaient des diasporas, qui ont pris part, sur invitation du Premier ministre, à cette commission de suivi, qui est dirigée d'ailleurs par le Premier ministre actuel. Donc il faut laisser le temps, 3 ans. C'est pas négligeable, c'est vrai. Mais je pense que 3 ans, ce n'est pas assez pour juger effectivement des retombées de ces recommandations. Yeah. Je rappelle qu'il y avait 8 commissions, comme l'a dit Medbiga tout à l'heure, dont une venant de la diaspora. Et parmi ces commissions, il y avait celle du retour des réfugiés. Rappelez-vous, on a vu récemment le gouverneur Lélé, l'Afrique, accueillir certains réfugiés, donc qui ont posé acte de vouloir rentrer chez eux dans le nord-ouest, ce qui signifie qu'il y a une certaine accalmie. C'est évolué avec le temps. Je rappelle aussi par ailleurs que, contrairement à ce que dit M. Ledjou, qui fait valoir que le président était absent, mais ce n'est pas un argument sérieux. Je rappelle que lors de la conférence nationale en 1991, je crois, sous la conduite de M. Sadou Ayatou, le président n'était pas là non plus. Donc le problème, c'est qu'après, comment est-ce qu'on implémente ? Comment est-ce qu'on applique les résolutions? Donc, ce n'est pas un argument sérieux. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit le bilan sur les 3 ans, on se rend compte que, sur le plan socio-culturel, beaucoup de chefs qui étaient cachés dans leur trou sont sortis depuis 2021, fin 2021, pour être installés, intronisés.
le chef d'un Kambé, le chef de Mancon, le chef de Kumba, ils ont été installés. Ce qui était impossible entre 2017 et 2020. C'était impossible. Vous prenez le cas de l'école. Il y avait 220 000 élèves et lycéens inscrits en 2017. Entre 2017 et 2018, ils sont tombés à 45 000. Entre 2018 et 2021, à 20 000 seulement. Et depuis début 2022, rentrée 2022, ils sont 60 000. Donc ça reprend du poil de la bête. Donc ça veut donc dire que 3 ans après, le bilan continue à s'étoffer. Je rappelle par ailleurs que celui qui a organisé ces assises, c'était le président de la République. Reconnaissons-lui au moins le droit d'avoir cherché, il n'était pas obligé de le faire, de mettre en place, de rassembler pas seulement les autorités politiques, c'est-à-dire que les parlementaires de l'opposition et du pouvoir. Il n'était pas obligé quand une... Il n'était pas obligé. C'est curieux quand même d'écouter ça. Je dis bien qu'il n'était pas obligé. Dans des cas comparables, il n'a pas été obligé de le faire. Mais il a fait, c'est un acte souverain. Je rappelle que le président du SDF, je parle sous le contrôle de M. Maître Lejour, était présent à ces assises. Et que ces résolutions ont été votées par ces 8 commissions-là. Il ne peut pas dire le contraire. Et le président déclare que ces résolutions seront appliquées selon l'opportunité et selon la faisabilité. Qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui? On voit effectivement qu'il y a eu les élections régionales le 6 décembre 2020, régionales. On voit très bien qu'il y a eu effectivement, comment dirais-je, la publication du nouveau code des collectivités territoriales décentralisées en 2019. Rappelez-vous. En 2019, fin 2019, 2020, début 2020, on voit bien qu'il y a eu non seulement les assemblées régionales dans les 2 régions NOSO concernées, mais la House of Chiefs, qu'a évoqué tout à l'heure Maître Lejour. Et en plus de ça, vous avez le conciliateur indépendant qui prend acte des conflits qui peuvent émaner des collectivités décentralisées. Donc voilà quand même, bon, évidemment, j'ai toujours été un peu réticent par rapport au statut spécial, parce que j'estime que si on accorde le statut spécial aux anglophones, parce qu'ils sont anglophones, alors les francophones pourraient aussi revendiquer un statut spécial, implicitement. Donc je veux dire qu'il y a quand même des avancées, il faut le reconnaître. Elles ne sont pas aussi rapides que ça. Qui permettent de se satisfaire? Pas encore totalement, mais il y a lieu de se réjouir de ces avancées-là, parce qu'en vérité, sur le plan même, comment dirais-je, du sport, vous avez vu que les Interpol à Limay, c'était impossible en 2017, c'était impossible. C'était impossible d'organiser un match de football, les matchs de vacances dans le NOSO. C'était pas possible du tout. Donc sur le terrain, on voit quand même qu'il y a eu des avancées. Reconnaissons-le, nous voulons tous la paix pour notre pays. Personne ne peut se réjouir que dans le NOSO, il y ait une guerre permanente. Les Ambazouniens se sont trompés de colère, ils n'iront nulle part, évidemment. Donc aujourd'hui, encourageons ceux qui ont mis en place cette commission de suivi, de faire leur travail. Maître Sikati, Célestin Djamène a évoqué le cas du Code des collectivités territoriales en 2019, loin de justement la partition, même du fédéralisme. L'État a choisi d'accélérer la décentralisation. Aujourd'hui, quel est le visage que revêt justement la décentralisation 3 ans après le GDN? Je ne veux pas parler de la Constitution de 96. Vous savez, Madame Leïla, l'un des problèmes que nous avons au Cameroun, c'est cette mauvaise habitude de ne pas être capable d'affronter la vérité, de dire la vérité et de tirer les conséquences. C'est ça le vrai problème. Beaucoup de Camerounais, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe, prennent le vilain plaisir à mentir à eux-mêmes. Moi, quand j'écoute les représentants des autres partis politiques parler sur ce plateau, encore que 75% des propos qu'ils tiennent sont pratiquement convergents, j'ai envie de me poser la question de savoir, est-ce qu'on est dans le même pays? Parce que c'est quand même assez impressionnant d'écouter ça. Vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir pourquoi les résolutions du grand dialogue n'ont pas été implémentées sans vous demander si les conditions préalables pour un dialogue inclusif étaient réunies à l'origine. Parce que la question, c'est ça. La question, c'est est-ce que les principaux groupes armés séparatistes qui paralysent les régions anglophones depuis pratiquement le début de la guerre étaient représentés? La question, c'est ça. Nous savons tous que non. Maître Biliga, dans ce jeu d'entourloupe,
qui est habituel au RDPC, a semblé dire qu'après le grand dialogue, les groupes armés ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Les groupes armés n'ont jamais dit qu'ils ne sont pas d'accord des résolutions. Les groupes armés ont dit qu'ils ne sont pas... Vous l'avez dit, mais peut-être vous n'écoutez pas quand vous parlez. Je parlais du Tchad. Donc, s'il vous plaît, je vous conseille que vous parlez du Tchad. Je vous conseille que vous parlez du Tchad. Ok, ça va maintenant. Ok, j'ai eu l'impression que vous parlez du Cameroun. Vous avez changé. Vous avez changé de langage. Maintenant, vous parlez du Tchad. Allez-y, maître Sikati a la parole. À l'origine, je dis, on a les groupes séparatistes qui sont les éléments les plus violents, les plus perturbateurs de la société anglophone qui n'ont pas été conviés. Il faut le dire honnêtement. Parce qu'on sait tous dans quelles conditions le grand dialogue a été organisé. Il y avait des relents au niveau des Nations Unies, au sein de la communauté internationale, qui donnaient l'impression qu'à tout moment, les Nations Unies pouvaient prendre une résolution sur une intervention étrangère pour mettre fin à la crise anglophone. Ce que le régime a fait, c'est de mettre sur pied ce système de dialogue qui est un vrai entourloupe, pour faire croire que, bon, sur le plan national, les choses ont été prises en main pour trouver une solution. Et d'ailleurs, pour montrer que c'est une entourloupe, comment ça se fait que dans un dialogue où vous devez demander à votre interlocuteur de se faire représenter par ses mandataires, comment ça se fait que c'est les représentants de la communauté anglophone, on a vu, ils ont été choisis par d'autres représentants du RDPC, mais d'expression anglaise, c'est-à-dire venant des communautés anglophones. Tout le monde a vu ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Les résolutions du grand dialogue ne traduisent pas. J'ai dit, là je suis sur la forme. Parce que vous ne pouvez rien dire sur le fond quand la forme n'a pas été respectée. Vous ne pouvez rien dire du tout. Moi, quand j'entends, on est en train de débattre, on se dit, mais pourquoi depuis 3 ans ça ne marche pas? Mais ça ne marche pas depuis 3 ans, parce que dès le départ, ça avait mal commencé. D'accord. Et il n'y a pas autre chose à dire que ça. Moi, quand je vois, au sein de la communauté politique africaine, moi, je ne veux pas extrapoler en allant en Occident, parce que les gens vont dire, à raison d'ailleurs, parce que moi aussi, je fais partie de ceux qui sont quand même assez jaloux, voilà, de la souveraineté totale de l'Afrique. Mais quand je vois quand même qu'au sein de la communauté africaine, nous avons des frères africains qui nous ont tendu la main pour nous aider à régler cette crise, et cette main, nous ne l'avons pas saisie. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on cherche? On sait tous que le président Obasanjo, l'ancien président nigérien, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, l'ancien président tanzanien Benjamin Kappa, toutes ces grandes personnalités africaines, je ne vais pas oublier l'Union africaine, ont proposé leur médiation, leur assistance au régime de Yaoundé. Vous pensez que ces personnes auraient conduit ces négociations-là? Bon, la médiation suisse, je ne la citerai pas, parce que d'aucuns diraient c'est des Occidentaux, ils viennent encore dans le cadre d'une opération néocoloniale. Voilà, je dis, tout ce que je cite participe des ingrédients, des éléments qui démontrent qu'il y a eu une entourloupe. Et ce qui va se passer, parce que M. Djamène nous dit, depuis un certain temps, il y a une certaine accalmie. Il dit d'ailleurs, on a joué les Interpol récemment. Mais je voudrais vous rappeler qu'avant les Interpol, on avait joué la Coupe d'Afrique des Nations féminines, je pense que c'était en 2020. Ça n'a pas empêché qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, l'état du blocage total... Oui, bien sûr, ça veut tout simplement dire qu'il ne suffit pas qu'un match ne compare rien du tout. Je vous dis que l'instabilité perdu et que souvent même dans l'instabilité, il y a des compétitions sportives d'ambigu qui se sont jouées. Aujourd'hui, on voit très bien que les groupes séparatistes ont pratiquement mis le grappin sur les régions anglophones parce que les villes mortes, ce qu'on appelle Ghost Town, c'est respecté partout. Vous ne pouvez pas aller dans tous les chiquiers de la communauté anglophone et dire non, comme l'école a repris, ça veut dire que les choses s'arrangent. Non, nous savons très bien qu'il ne se passe pas, il se passe difficilement un jour sans qu'on ait des morts, tant du côté des forces de défense que du côté de la population civile anglophone, que du côté des groupes séparatistes. Maître Lodjo, revenons. Messieurs, on revient à l'accélération de la décentralisation et des 15% qui devraient être transférés. Qu'est-ce qui fait problème avec l'accélération de la décentralisation aujourd'hui? Écoutez bien ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais le redire. Lorsque le gouvernement du RDPC pose un acte, derrière cet acte, il n'y a pas une réelle volonté d'aider le peuple camerounais. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées attend un décret d'application. On est là, on attend. Le temps passe, on attend. Des gens viennent sur un plateau pour dire que 3 ans après le grand dialogue, 3 ans c'est peu, pour voir l'implémentation des résolutions. Il faut leur donner encore du temps. Je n'ai pas dit que c'est peu. J'ai dit que ce n'est pas assez, c'est différent.
c'est pas assez. Oui. Vous voyez. Ben oui, c'est différent Un mandat présidentiel, c'est 7 ans. Et alors? Vous avez 3 ans. C'est-à-dire, on a fait un grand dialogue sous votre ordre, sous vos auspices. Vous avez appelé les gens, vous avez fait l'ordre du jour, vous êtes jugé parti. On vient vous écouter. Tout à l'heure, vous avez dit que le SDF était à ses assises. Oui! Sauf que le SDF avait ses propositions relativement à la forme de l'État. Nous voulons le fédéralisme. Sauf que le responsable de la commission développement, décentralisation et développement local a dit qu'il n'a pas reçu mandat pour parler d'autre chose que de décentralisation. Alors, soucieux de ce qu'il faut absolument trouver une réponse adéquate, idoine à la situation qui perdure et qui devient embarrassante dans le nord-ouest et le sud-ouest, le SDF y est allé et a participé aux travaux. De ces recommandations, on attendait au moins que le gouvernement du RDPC fasse preuve d'un peu de probité, d'un peu d'honnêteté dans leur implémentation. Au sortir du grand dialogue, effectivement, vous allez voir, le grand frère Maître Biliga vous a cité une liste, n'est-ce pas, d'actions. Mais ces actions ne sont pas menées sur le terrain. Vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas nous démontrer ou nous apporter un seul fait d'armes du Public Independent Conciliator de là. On ne décrète pas la paix par des nominations, Monsieur le Président national de la part. On ne décrétera pas la paix au nord-ouest par des nominations. Il faut absolument que les gens comprennent qu'aujourd'hui, la meilleure clé de répartition du pouvoir entre les différentes administrations et la base, c'est le fédéralisme. Ce n'est pas la panacée, mais c'est une avancée. C'est une piste qui pourrait amener les anglophones, nos frères anglophones, à comprendre que si aujourd'hui le SDF est diamétralement opposé à ce qu'on parle de la sécession dans notre pays, effectivement, le fédéralisme peut être un début de solution. Pourquoi? Parce qu'il pourrait gérer au mieux les ressources au niveau de leur région. Que le RDPC mette dans la tête, je sais qu'ils sont autistes, mais nous allons continuer à parler. On ne peut pas aujourd'hui résoudre la crise anglophone sous le prisme de l'État unitaire. Donc, il faut mettre ça de côté. On est aujourd'hui en train de faire du saupoudrage. Dire que le président de la République, sa présence aurait été moindre, je reste encore ferme là-dessus. D'accord. Le président de la République, c'est le garant de la sécurité de tous les Camerounais. Lorsque deux régions sont en crise, jusqu'à ce niveau, il doit lui-même porter les bouts. Rendez-vous compte que au début de la crise, les représentants du RDPC, les ministres du RDPC disaient qu'il n'y a pas de dialogue. On discute avec personne. Le président de la République, je vais dire le président de la République et le président de parti. Vous méprisez les institutions de la République? Je dis le président de la République et le président de parti, n'est-ce pas, le 10 septembre 2019, dans son discours, annonçait l'ouverture d'un grand dialogue national avec les 8 thématiques. Sauf que, justement, c'était encore une erreur d'imposer les thématiques aux Camerounais. Il aurait fallu, nous pensions, que organiser un grand dialogue, être au moins là à l'ouverture des travaux ou alors à la fermeture de ceux-ci, aurait donné plus d'épaisseur aux résolutions. Et puis, la bonne volonté politique du RDPC en dépend. Vous ne pouvez pas croire que c'est dans votre tour d'ivoire à étudier que vous allez décréter la paix au nord-ouest et au sud-ouest. J'insiste sur la question avec vous, Maître Biliga, parlant de l'accélération de la décentralisation. Quel est le problème aujourd'hui?
Madame, pour accélérer la décentralisation, il faut les moyens. Nous sommes en guerre, n'oubliez pas ça. Il y a des conflits, nous sommes en conflit avec certaines trucs. Et en plus, ce n'est pas une question de se précipiter. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai la chance d'avoir été pendant 18 ans conseiller municipal. J'ai la chance d'être depuis pratiquement une vingtaine d'années membre du BIP. J'ai été président du BIP pour le littoral, pour le Vouré. Budget d'investissement public. Donc je connais la difficulté, je connais le fonctionnement des mairies, le fonctionnement de la région, au niveau de réalisation des actions. Et je peux vous dire, madame, que lorsqu'on a, depuis la décentralisation, lorsqu'on a commencé à la mettre en place, à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y a eu au niveau du taux de réalisation des actions de développement, une sorte de reculade. C'est la réalité. Je ne peux pas aller dans les détails, mais je peux vous le dire, le jour où il y aura une émission dans ce sens, je viendrai avec les chiffres. C'est-à-dire qu'il faut donc y aller avec beaucoup de prudence. Ne nous précipitons pas dans cette histoire de la centralisation. Je l'ai toujours dit, c'est même pas une chose qui date d'aujourd'hui. La décentralisation, c'est depuis 1996. Alors, je l'ai toujours dit, on le fait, je vous assure, il ne faut pas seulement le faire parce qu'il faut le faire ensuite en regardant les résultats. Et les résultats dont je parle aujourd'hui, je veux dire, réalisés par les communes, dans le cadre de transfert de compétences, je vous assure qu'enfin, il y en a eu. Il y a eu transfert de compétences, ça, il n'y a même pas de débat. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a encore les mairies qui n'ont pas donné de paquet minimum. Je dis aujourd'hui. Vous parlez de quel transfert de compétences? Je reprends, il y a eu des transferts de compétences. Bon, dans les ministères qui... Ce n'est pas tous les ministères qui ont fait les transferts de compétences. Il y a des ministères qui ont fait le transfert de compétences. Quels sont les ministères qui ont fait le transfert de compétences? Ministère de l'éducation de base, oui. Ministère de la santé, ministère de l'enseignement secondaire, ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Je ne peux pas encore citer beaucoup. Ministère des mines. Décentralisation à rabais. Il y en a beaucoup, madame. Donc, ce débat, vraiment, je ne voudrais pas encore la deuxième chose que je dis, c'est que si le fédéralisme était si bien, le Nigeria ne serait pas un problème non plus. Il y a des crises identitaires au Nigeria. Or, c'est le fédéralisme. Vous savez, je n'ai pas fini. Je vous dis, je rentre au Cameroun. Vous êtes parti aux élections avec le projet de société qu'est le fédéralisme. Les citoyens camerounais, y compris ceux du nord ou du sud-ouest, ne vous ont pas donné leur droit. Et pourquoi chaque fois vous dites que le RDPC n'est pas l'administration, n'est pas au gouvernement? Allez-y. Vous dites ceci. Le fédéralisme, c'est votre projet de société que vous vendez depuis des années. Depuis la création, depuis 1990, le 26 mai 1990, que vous vendez ce truc. Vous allez aux élections, vous perdez les élections. Ça veut dire que les Camerounais ne sont pas prêts pour le fédéralisme. C'est simple que ça. Aussi simple que ça, moi je tire une conclusion simple, logique. C'est fou. Alors, là c'est la première chose. La deuxième chose, je parle un peu de toi. Mon chef hier. Je voudrais dire ceci. Et oui, c'est bien qu'on nous parle de MINUSCO, des Nations Unies. Dites-moi un seul pays au monde, dites-moi un seul endroit en Afrique où ils ont réglé un problème. Ce qui se passe à RD Congo aujourd'hui, avec leur introduction, avec vous le savez, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans tous les pays à RCA, où les Nations Unies ont eu à mettre leur nez, ça a été un échec total. Donc si vous voulez que c'est ça qui vient au Cameroun, pour qu'après... Il vous a parlé d'une force internationale. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit le RDPC, enfin, le gouvernement, là, il a entendu a compris que les Nations Unies voulaient intervenir. Tout de suite, ils ont... Peut-être que j'ai mal compris. Si j'ai mal compris, gouvernement du RDPC... c'est toi qui l'as dit. Attends, je m'excuse. Oui, c'est lui qui l'a dit. Je m'excuse. Si j'ai mal compris, c'est un peu ça. Donc je dis, la panacée, c'est pas ça. Tout à l'heure, vous me dites, confrère, comparaison n'est pas raison. Ouais. Notre confrère, il n'a pas fait que parler de comparaison dès le début. Il a parlé des pays dès qu'il a commencé l'intervention, en citant des pays. Vous ne pouvez pas vivre dans une boule. Dans une bulle. On doit impérativement s'inspirer des expériences des autres
pour pouvoir avancer. C'est important. D'accord. Célestin Djamène, que pensez-vous de la demande de Maître Akere Mouna qui fait savoir que le Cameroun devrait reprendre le dialogue national sur de nouvelles bases, de meilleures bases? Parce que je pense que le grand dialogue, vu une relative lenteur des implémentations, peut susciter chez certaines inquiétudes. Je comprends donc Maître Akere Mouna qui demande de reprendre ce dialogue. Mais sur le fond, moi je considère que le dialogue avec les enfants de la terre du Cameroun doit être permanent. Bien sûr. Doit être permanent. Quand les enfants sont en colère, il faut toujours laisser les portes ouvertes, les accueillir. Pour moi, c'est l'évidence même. Maintenant, il y a de manière événementielle certains grands dialogues, Major National Dialogue. Effectivement, il faut, à un moment donné, marquer du poing sur la table, marquer un pic, et puis inviter pas seulement les politiques. D'ailleurs, pour le grand dialogue de 2019, il y a eu les religieux aussi qui étaient invités. Il y a eu les chefs traditionnels. Il y a eu même, comment dirais-je, les militaires qui étaient invités. Tout le monde était invité. Et le SDF était invité. Le SDF n'a pas dénoncé les commissions. Le chairman était à côté du cardinal, n'est-ce pas? Tout le monde l'a vu. Il a même, permettez, non, vous devriez quitter la salle dans ce cas-là. C'est très simple. Moi, permettez-moi, ne me prenez pas mon temps de parole, s'il vous plaît. Non, vous avez ne me prenez pas. Vous avez interféré quand vous parlez. Je vous dis ceci. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Non, ce n'est pas les Je suis en train de dire ceci, Maître Le Joe. Le SDF était membre de ces commissions-là. Nous ne disons pas non. Alors, on a donné nos propositions sur le fédéralisme. Et alors, on nous a dit qu'on n'a pas reçu mandat d'en parler. Ce que vous faites, vous essayez de vouloir jeter l'opprobre. Maître Le Joe, vous n'avez pas la parole. Vous soutenez. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas. Non. Je vais vous rassurer. Maladroitement. Maître Le Joe, vous n'avez pas la parole. Allez-y, Célestin Djamène. Allez-y. L'organisateur de cette conférence nationale, de ce grand dialogue, c'est le président de la République qui a instruit le PM d'aller conduire ce grand dialogue. Ouais. Il a dit que avant d'inviter les partis politiques, qu'il n'y aurait pas de question de fédéralisme, oui ou non. Vous attendez ce qu'on appelle le constituant originel. Mais monsieur le Joe, attendez, vous dites vous dites n'importe quoi. Vous êtes un juriste et vous ne savez pas qu'à l'issue d'un grand dialogue comme ça, on peut revoir la forme de l'État. Vous pensez que le président de la République est vérité. Laissez-moi vous dire ceci. Vous pensez que c'est lui qui a la solution. S'il avait la solution, pourquoi il devait... Messieurs, qu'il est dans les vous dites n'importe quoi. Je ne peux pas le lui permettre. Je suis en train de dire ceci. Messieurs, je ne peux pas le lui permettre. Alors, arrêtez de dire n'importe quoi. Non, c'est vous qui dites. Messieurs, vous ne pouvez pas dire que le président de la République, il a organisé le grand dialogue. Il a 3 ans après. 3 ans après, c'est peu. Mais vous dites n'importe quoi. Il s'agit du MRC. Il est prolixe et il est très logique. Arrêtez de dire. Mais quand il s'agit du RDPC, il devient incohérent. J'ai trop de respect pour vous, monsieur le président. Mais vous devez être cohérent. Je vais vous démontrer votre incohérence. Messieurs, je vous rappelle tous les deux à l'autre. Comment? Célestin Djamène avait la parole. Je vais démontrer l'incohérence de Maître Le Joe. Du SDF ou de Maître Le Joe? Je vais démontrer la vôtre. Je vais démontrer la vôtre. Messieurs, Maître Achille, j'espère que vous allez pouvoir me permettre de lui répondre. Allez-y, Célestin Djamène. L'argument de juriste, très bien. Un juriste est censé savoir, même s'il est publiciste, savoir ce qu'on appelle l'article 1134 du Code civil, Code Napoléon. Le contrat, c'est la loi des partis. Oui ou non? Le contrat, c'est la loi des partis. Leïla, je vous dis, voici un contrat d'adhésion. Voici un grand dialogue. Voici une thématique. Vous le saviez. Le grand dialogue, c'est un contrat d'adhésion. Non, j'ai pris un exemple. Je dis que le président présente au peuple... Un mauvais exemple. Écoutez-moi ce que je dis. Je suis en train. Mais monsieur Le Joe, souffrez que je m'exprime. Avec cet exemple, souffrez que je m'exprime. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Il a cours d'argument. Allez-y, Célestin Djamène. Vous allez voir le président de la République dit ceci. Avant l'invite. Pardon? Allez-y. Il est en plein délire, il perd ses moyens. Non, vas-y. Mais il est en plein délire. Le seigneur de qui? Le seigneur de qui? Il est en plein délire. C'est les faits vérifiables. Le président de la République, qui est l'organisateur de ce grand dialogue de 2019,
du 30 septembre au 4 octobre dit ceci. Voici les thèmes du grand dialogue. Il a le droit de le faire. Les invités ont lu cette thématique. Ils ont accepté de prendre part à les 8 commissions. Ils ont accepté. Il était proscrit d'aborder la question de fédéralisme. Je suis pourtant fédéraliste. Comme lui, j'étais 22 ans au SDF. Je suis donc forcément fédéraliste. Sauf que leur fédéralisme, pour certains membres du SDF, c'est un fédéralisme nostalgique à 2 États, dont les réminiscences de l'histoire anglophone, francophone. Je suis pour un fédéralisme, non pas identitaire non plus, comme certains agités du bocal le font. Je suis pour un fédéralisme basé sur les 10 régions administratives, exactement comme Joshua aussi, qu'il soutient. Ça veut donc dire que aujourd'hui le débat est libre sur la forme de l'État. Rappelez-vous la descente du premier ministre John Goutet à Bamenda dans le nord-ouest. Il a dit on peut parler de tout. Il avait dit, tout le monde l'a entendu, y compris du fédéralisme. Moi je suis fédéraliste, mais basé sur des critères de croissance économique et de progrès social. Pas sur l'identité ethnique ou tribale. Je suis absolument contre ça. Je suis un partisan de Oumniobé qui est pour le rassemblement des populations camerounaises, basé sur l'envie d'unité nationale. Et quand on dit que la décentralisation date de 1996, c'est faux. En 1996, la Constitution déclare effectivement que l'État est unitaire et décentralisé. Mais les lois, les premières lois sur la décentralisation, Marafat, c'est 2004. Et à partir de là, on a commencé à confectionner les lois sur la décentralisation. Voilà la vérité. À partir de 1996, justement, qu'on devait commencer la Constitution. Oui, à partir les lois. Janvier 96. Les lois, je parle des lois sur la décentralisation. Oui, je veux dire, la loi d'orientation. On a la Constitution de janvier 1996. Je n'ai pas nié. Voilà. Est-ce que ce n'est justement pas après justement cette Constitution-là, immédiatement, qu'on devrait commencer à constituer les lois sur la décentralisation? Non, et pas en 2004. Mais justement, ça. D'accord. C'est peut-être tardif. Mais la décentralisation. Non, attendez. Non, attends, même mieux. Elle date même d'abord 1996. Les mairies existent avant. Je veux dire formellement, on a la Constitution de janvier 1996. D'orientation. Oui. Je précise. Oui. Marafat est vivant, même s'il est prisonnier. Et c'est lui qui fait les lois d'orientation, qui sont quand même le substrat de ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut dire la vérité. Et encore une fois, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, pour le grand dialogue, je n'ai pas dit, contrairement à ce que dit Maître Lejo, que 3 ans, c'est peu. Non. J'ai dit ce n'est pas assez pour juger. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Oui, je répète que ce n'est pas assez. Parce qu'en vérité, pour l'implémentation sur le terrain, des résolutions prises, il faut quand même, c'est vrai dans tous les domaines de la vie, et pas seulement la politique d'ailleurs. Enfin, moi je veux dire aujourd'hui. Vous terminez, Célestin. Contrairement à ce que dit tout à l'heure M. Sikati, il a dit que non. J'ai évoqué la scolarité, on est passé de 20 000 inscrits à 60 000 aujourd'hui, en 2022. Mais je dis qu'au-delà de ça, il y a aussi la CDC, premier employeur après l'État. Tous les employés pour les causes d'attaque de kidnapping sont revenus. La PAMOL, l'industrie agro-industrielle du Sud-Ouest, a repris l'activité. Les chiffres sont à la hausse. Donc, avec le temps, d'ici 1 an, 2 ans, ça va encore aller mieux. C'est ça la réalité. C'est pas être partisan du RDPC, c'est les faits qui sont vérifiés, vous êtes juriste. Donc, dites la vérité. Je voudrais dire 2 choses. Avant Maître Sikati. 2 choses. Oui. Et je ne vais pas être long comme lui. Le grand dialogue national a été organisé par le président de la République, oui. Les thématiques ont été arrêtées, oui. Alors, les résolutions ont été prises, oui. Pourquoi? Permettez, ont été prises, oui. Maintenant, 3 ans après, nous sommes réunis autour de Léla pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Je dis, 3 ans après, c'est l'impasse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des faiblesses. Les faiblesses sont lesquelles? Que je les ai citées là. Je ne dis... Oh, allez-y. Les faiblesses, entre autres. Le président, l'absence du président de la République, le monologue qui a été organisé puisqu'il ne devait pas arrêter les thématiques d'avance, et autre chose, l'absence de volonté politique réelle dans l'implémentation des résolutions du grand dialogue. Allez-y, Maître Sikati. Vous voyez que c'est résumé très simplement. Très incohérent. Vous savez, pris pas volontairement. Maître Sikati a la parole maintenant. Moi, je me souviens d'une phrase qui avait été dite à l'époque par le président Paul Biya lors d'un séjour politique à Bafoussam. Il avait dit vouloir le dialogue, ou bien parler du dialogue et vouloir imposer les conditions du dialogue, c'est être contre le dialogue. Ça, c'est une phrase monumentale qui en réalité devrait être enseignée dans les écoles de sciences politiques,
sur les questions liées à la résolution des conflits. Vous avez embrayé tout à l'heure en parlant de Maître Akerimona. Moi, je pensais que la question que vous aviez posée aux autres panélistes sur le plateau consistait à dire si Maître Akerimona, il a raison de prétendre qu'il faut recommencer le grand dialogue national. Parce que je pense que si vous m'aviez bien écouté, vous auriez compris que c'est ça mon propos. Je vous ai dit, dès le départ, les bases du grand dialogue étaient totalement faussées. Et je me félicite que Maître Akerimona qui voit les choses de cette façon-là. Parce que il faut être capable à un certain moment de refuser les subterfuges. Dit, bon, la PAMOL a repris, CDC a repris, je veux bien croire qu'il y a une reprise d'activité. Mais pour combien? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas des faits, mais c'est des épiphénomènes. Vous comprenez? C'est des épiphénomènes. Un politicien doit faire des conclusions du bilan sur la base d'éléments tangibles qui sont capables de durer. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas dire... Quand on sait que tous les jours, les forces séparatistes, les groupes séparatistes armés attaquent les écoles, attaquent les hôpitaux, ils enlèvent les ministres de culte. Oui, ils enlèvent les ministres de culte. J'ai envie de dire, l'école dont vous parlez là peut être attaquée demain, tout comme la CDC. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je voudrais, c'est les conditions de création d'une paix durable. C'est-à-dire que la situation socio-économique et politique dans les régions anglophones soit comme elle était avant le commencement de la crise à la fin de l'année 2017. C'est de ça que je parle. Donc, maintenant, il faut aussi être capable. Monsieur N'Djamène, il est juriste. Voilà, donc, moi, je suis tenté de dire que quand il s'exprime, on comprend que certains mots du vocabulaire qu'il utilise trahissent en réalité cette pensée qui est celle du gouvernement, c'est-à-dire la pensée de la manipulation, de la fourberie. Non, ce n'est pas gratuit, je vais vous expliquer. Donc, quand il dit qu'en fait, il a pris la référence, le contrat d'adhésion. En droit, le contrat d'adhésion, c'est un contrat qui est rédigé par une partie et qui est imposé à l'autre partie. Soit vous acceptez, soit vous laissez tomber. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le grand dialogue était un contrat d'adhésion. Il est en train de dire exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'était un contrat d'adhésion où l'État a défini tous les contours, a choisi les représentants de la communauté anglophone, a choisi les thématiques. Non, ça c'est moi qui le dis, c'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le dis. Voilà, donc vous êtes très embêté quand je parle. Donc je dis, non, je sais ça mieux que vous parce que je pratique. Donc je dis, au-delà de la théorie, je pratique, à votre différence. Donc, vous savez, lorsque on doit débattre sur des questions aussi fondamentales que celles liées à l'instabilité socio-politique et même géographique d'un État. Parce que lorsque vous avez une partie du Cameroun qui menace de se départir et de constituer une entité autonome, mais en tant que chef d'État, vous devez vous sentir tellement impliqué dans la question de la résolution de la crise que c'est vous qui devez être devant. Un chef d'État responsable ne peut pas se permettre de régler la crise anglophone par procuration en donnant mandat à son Premier ministre de conduire ce grand dialogue-là. Autant M. Biya, il a déclaré la guerre. Bon, il a dit, M. Biya a dit que l'armée va investir les territoires anglophones pour répondre aux groupes séparatistes armés. Autant quand on dit ça, il faut être présent sur le terrain du règlement pacifique de la crise. Nous savons tous que la seule fois que M. Biya s'est exprimé sur cette question-là, c'est quand il était rentré de Côte d'Ivoire et qu'il avait donné suite à la guerre, en disant que les forces armées vont aller combattre les groupes séparatistes. Est-ce que c'est ça le rôle d'un chef d'État? La question du fédéralisme, c'est devenu une question, je dirais, pas banale. Parce que moi, je conçois mal que l'on veuille dialoguer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit tantôt que M. Biya, lors d'un séjour politique à Bafoussam, il avait dit vouloir le dialogue et dire qu'on va imposer les conditions du dialogue, c'est être contre le dialogue. Vous ne pouvez pas dire, vous voulez un dialogue et dire que la question de la sécession ne fera pas partie des thématiques de discussion. La question de la sécession qui fait partie des thématiques de discussion ne veut pas forcément dire que les représentants de l'État du Cameroun, bien du gouvernement, sont pour la sécession. Votre adversaire, votre interlocuteur peut parler de sécession. Vous dites, en lieu et place de la sécession, je vous propose le fédéralisme, je vous propose un véritable État décentralisé. Parce que oui, mais c'est de ça. Je dis donc, il y a une entourloupe, c'est ça que j'appelle l'entourloupe, et que vous vous empressez de dire que je dis n'importe quoi. Non, vous voyez qu'à la fin, quand vous êtes un peu concentré, vous m'écoutez. Non, ils ont dit ça. Ça, c'est la surenchère verbale pour la négociation de crise. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, quand vous voyez en Éthiopie,
avec le Tigré, les représentants tigréens aujourd'hui sont quand même assez modérés dans leurs négociations parce qu'au départ, ils disaient c'est formel, on veut un État indépendant. Donc je pense que dans une négociation, il ne faut pas fermer les portes. Et lorsqu'on parle de cette décentralisation-là, moi, quand j'entends dire la décentralisation est un véritable serpent de mer. Contrairement à ce que Maître Biliga a dit tantôt ici sur le plateau, à savoir que la question de la mise en place de l'école, l'Institut des suites judiciaires qu'il appelle l'école des avocats, c'est un serpent de mer. Non, c'était pas un serpent de mer, ça c'est un manque de volonté de la part du gouvernement d'implémenter l'école de formation ou bien l'Institut d'études judiciaires. Et quand je parle de cette décentralisation-là, la décentralisation au Cameroun, on en a parlé pour la première fois lors de la tripartite de 91. Ça fait partie des résolutions de la tripartite. Quand vous regardez le décalage qu'il y a eu entre ces résolutions en 91 et l'acceptation du principe de cette résolution dans la Constitution de 87, il y a 5 ans, ça veut dire que n'importe comment on comprend qu'il y a une volonté affichée du régime de faire du dilatoire et de ne pas être sérieux. Maître Biliga, on sort avec vous. En attendant, ça va faire quand même 7 ans. On entre dans la 7e année, dans sa 7e année de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, au rythme auquel on avance, au rythme avec lequel on avance, avec les méthodes du gouvernement. Pensez-vous qu'on en sorte bientôt? M. Diamé vous a dit qu'il y a quand même un des jeux mieux. On peut le nier, mais c'est l'évidence. Il y a des jeux mieux par rapport à ce qu'il y avait avant. Et certains, sur certains plateaux, vous disiez que l'État, jusqu'à ce jour, a toujours évité de mettre la violence véritable, de mettre le truc sentir de faire comme s'ils avaient en face de soi une armée, c'est-à-dire mettre les moyens pour pouvoir, entre guillemets, mater cette rébellion. Certains le disent, hein. Bon, je ne sais pas, certains le disent, mais je tiens à indiquer tout à l'heure, je suis content que mon confrère ait parlé de l'Éthiopie. C'est le fédéralisme là-bas, hein, maître Yodio. C'est le fédéralisme communautaire en Éthiopie. Mais ce n'est pas ça qui empêche qu'aujourd'hui les autres prennent des armes. Et si, moi j'étais en Éthiopie, ça fait peut-être 1 an, et ceux qui, si aujourd'hui, les Érythréens sont en train de vouloir revenir sur la table de négociation, c'est parce qu'ils ont été battus sur le terrain. Qui a été battu? Si! La main éthiopienne. Non, le Tigré. Oui, elle a été battue. Vous connaissez la réalité historique. Confrère. Vous connaissez le confrère. Pourquoi vous voulez croire que le combat oh mon Dieu. Non. Confrère, je vous parle de faits. Sans vous couper, j'aurais bien voulu que vous preniez aussi les exemples. Parce que les exemples que vous prenez, c'est les exemples résiduels. Laissez-moi choisir, mais n'est pas un fédéralisme total. Laissez-moi choisir. C'est une question Laissez-moi choisir mes exemples. Laissez-moi choisir mes exemples. Ou bien de l'Amérique centrale. Choisir mes exemples. Je peux même aller même. Le fédéralisme nigérien, c'est pas un Maître Biliga avait la parole. Centralisé, vous le savez. Maître Biliga avait la parole. Aller dans tous les fédéralismes, même de la Suisse et autres. C'est pas de ça qu'il s'agit là maintenant. Juste pour dire que soyez. On avait le fédéralisme. Si à la base, chaque pays, une bonne gouvernance, ça marchera pas. On sort de l'émission là. Chaque pays fait son fédéralisme ou bien s'organise en tenant compte de ses réalités locales. D'accord. Les nôtres, aujourd'hui, c'est la décentralisation. Rien n'empêche que dans les années qui suivent, on soit amené à aller un peu plus loin. Parce qu'au-delà du nom, au-delà du terme qu'on donne au niveau de la prise en compte des réalités des pays, ou bien le fait qu'on donne aux régions ou aux populations la maîtrise de leur développement, ça peut prendre tous les noms. Merci. Je donne un exemple tout à fait banal. Reprenons un pays comme la RD Congo. C'est un État unitaire, en fait, mais c'est un État fédéral, décentralisé, avec les provinces qui ont le gouvernement de province, les maires, les députés de province, etc., etc. Mais on ne te parlera jamais de fédéralisme. Donc, c'est le contenu qui est important au-delà du terme. On peut bien faire une bonne décentralisation avec à l'intérieur Merci, maître. Alors, nous, chez APA, on a fait un constat simple. La décentralisation à la camerounaise n'a pas prospéré. C'est un constat qu'on a fait. Il faut donc passer. Vous exprimez jamais publiquement. Où est-ce que vous avez fait ça? Il ne faut pas mentir. Où est-ce qu'on a fait quoi? Vous avez fait ça quand? J'ai jamais. Célestin Diamé, on n'a pas beaucoup de temps là. Oui, il en profite pour. Ils ont des tests. Alors, justement. Donc, j'ai dit qu'on a fait. Permettez. Alors, oui, le MRC, c'est ça que j'appelle les talibans. Allez-y, Célestin Diamé. Alors, je suis en train de dire que. Aujourd'hui, on a fait un constat simple. Un constat simple. La décentralisation à la camerounaise n'a pas fonctionné.
D'où le diagnostic. Non, il faut le fait. Il faut passer. Je vous laisse à vos pitreries. Je vous laisse aux pitreries. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il faut donc passer. Non, du parti taliban que vous connaissez, de l'ONG. Si vous... Ah, vous savez qui sont les talibans en réalité? C'est les Saint-Diamène. Alors, je termine. Et vous rentrez dans son jeu. Non, mais vous rentrez dans son jeu. Politique, il n'est pas là pour vous déstabiliser. Je finis en disant qu'aujourd'hui, nous pouvons passer au fédéralisme basé sur les dirigeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Je suis pour un fédéralisme unitaire. D'accord. Pas fondé sur le socle. Pas fondé sur le socle. Pas fondé sur le socle ethnique ni identitaire. C'est un danger mortel. Mais sur un socle républicain. Merci Célestin Diamène. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Maître Achille Ledio. Merci également à vous, Maître Sikati. Merci à vous, Maître Biliga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectre Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche. 20 ans de militantisme. Oui, mais non, pas trop loin.